Dans la tête d'un coureur Heroes, Hugo Philippe. Salut Hugo, bienvenue sur Dans la tête d'un coureur. Je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, comment te présenter ? Parce que t'as multicasquette, on pourrait te présenter comme créateur de contenu, entrepreneur, papa, mais pour une fois, moi, ce que j'ai envie, c'est de te présenter surtout comme athlète. D'ailleurs, c'est cette partie-là de ta vie qu'on va explorer dans cette émission. Mais avant de parler de tout ça, comment est-ce que ça va vraiment, là, depuis, je crois que t'es arrivé à Paris hier soir à peine, quoi. Absolument. Pas trop jet-lagué ? Non, ça va. Plaisir partagé. Déjà, merci de m'accueillir, les gars. Non, ça va. En termes de jet lag, on a que 3 heures d'écart, donc ça se manage bien. Non, le petit choc thermique est quand même important. Les runs le matin, c'est pas la même chose. Et puis c'est surtout où j'avais oublié, c'est que l'hiver, il fait nuit à 8h. Et tu vois, je l'ai partagé. Il fait nuit. Il fait toujours nuit à 8h du matin, tu vois. Enfin, commence à se lever. Et c'est ce que j'ai partagé sur les réseaux parce que quand je suis à Dubaï, en l'occurrence, je me lève tôt, je vais m'entraîner. Sauf qu'il y a déjà beaucoup de monde qui court. Il y a le délire un peu Miracle Morning qui marche bien parce qu'à 5h du mat, t'as le soleil qui commence à se lever. Et ici, le Miracle Morning, il est vraiment plus compliqué. Et du coup, ça Miracle Morning vers 8h. Ouais, exactement. Alors, pour celles et ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous avez dû reconnaître cette voix qui est familière, puisque aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Tristan Pavlak, cofondateur de Campus Coach, et puis c'est notre expert maison sur le format DLTDC original. Tristan, merci beaucoup d'être avec moi, de m'accompagner. On a enregistré un épisode ensemble, donc je t'ai proposé de rester avec moi pour interviewer Hugo, d'autant plus que vous avez plein de points communs. C'est ce que j'allais dire. Merci à toi de m'avoir invité. Pour une fois, on est 2 triathlètes autour de la table. Je les rejoins dans sa quête d'Aerox, etc. Donc, en effet, il va y avoir plein de sujets desquels discuter. Absolument. Justement, Hugo, tu fais partie d'une nouvelle génération sportive, une génération finalement qui refuse le compromis, qui veulent plus opposer force et vitesse, musculation et endurance, performance et vie personnelle aussi. Une génération qui revient presque à l'athlète originel, tu sais, selon Coubertin. Ouais, selon Coubertin, décathlonien. Ouais, décathlonien, c'est-à-dire complet, puissant, endurant, mobile, discipliné, capable d'exceller dans plein de disciplines. Et cette saison 2026, elle est bien le reflet de ça, parce que je crois que tu prépares le marathon de Paris avec un objectif ambitieux. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Tu continues encore à performer sur Aerox, sans jamais enlever de l'équation ta vie de famille, de papa et d'entrepreneur. Donc, déjà, moi, je dis bravo parce que je sais ce que ça implique. Cette nouvelle génération de coureurs, on l'appelle peut-être un peu grossièrement les athlètes hybrides. Est-ce que tu t'identifies justement à cette catégorie-là, toi ? Ouais, malgré tout, sur la définition même du mot, oui. Alors, je sais que c'est un truc qui porte un peu... il y a beaucoup de débats sur Insta. Il y a beaucoup de gens, notamment les crossfitters, qui s'insurgent sur ce délire. Ils s'insurgent surtout, les crossfitters, de toute façon. Sur ce délire d'hybride. Mais grosso modo, moi, j'aime bien... Je suis quelqu'un je me lasse très vite et j'ai un peu de mal avec la répétition et le fait d'être tout le temps sur les mêmes objectifs. Et en fait, là, d'avoir trouvé un peu, notamment avec l'Aerox, ce format un peu hybride où je peux m'éclater à travers le travail de muscu que je consolide et que je fais depuis plus de 10 ans maintenant et que j'ai pas envie d'arrêter parce que t'as des gains musculaires, parce que tu gardes en force, en puissance, en explosivité, et de te dire du jour au lendemain, je me mets au run et je perds tout. Il y a un côté qui est hyper frustrant. Et en fait, là, de me dire, j'essaye de tirer un peu le meilleur de ces deux mondes pour réussir à exceller dans un sport qui me permette de faire les deux. Moi, j'ai vraiment trouvé mon truc là-dedans. Et du coup, pour revenir à la question initiale, je pense me considérer comme un hybride athlète dans la mesure où je suis un mec qui arrive à être... alors, je suis pas excellent dans un seul des sports, mais j'ai un bon niveau dans chacun, tu vois. J'arrive à être plutôt bon sur du half iron, sur du tri. J'arrive à être sur de la course à pied, j'ai des aptitudes. Je suis plutôt explosif. En muscu, j'ai des bonnes perfs aussi. Donc, Et puis surtout, ce que j'adore, c'est la capacité aussi à pouvoir, du jour au lendemain, pareil, j'ai un fils de 7 ans, n'importe quel sport et qui me disent d'aller jouer au paddle, au tennis, au foot, d'être capable de m'adapter très vite. Et il y a un délire de longévité là-dedans. Là, il y a l'aspect compétiteur, il y a aussi l'aspect de je veux qu'ils me battent dans rien du tout le plus longtemps possible. Peu importe ce que tu me dis, je vais être là. Non, mais d'ailleurs, t'es un peu un athlète hybride aussi, mais c'est vrai que ce mot, il est un petit peu galvaudé, mais en même temps, il est quand même très juste. Je trouve que vraiment, il est très juste. Et on voit aussi, même dans la course à pied,
si on est focus sur la course à pied, on voit aussi que les gens sont moins trailers, sont moins marathoniens et aujourd'hui sont vraiment aussi hybrides dans leur choix de course, dans leur envie. Il y a vraiment ce besoin d'identification, quoi. Je sais pas si toi aussi finalement t'incarnes exactement ça. Je trouve que même au-delà de l'aspect hybride, il y a aussi, tu sais, si on sort du sport, c'est-à-dire que dans le sport, tu as envie d'être fort dans plein de sports, mais dans tous les domaines de la vie, il y a aussi une notion d'hybridité où tu t'entraînes, mais tu as ton entreprise, tu as ta famille, etc. Ouais. Et en fait, c'est un peu une vision, je pense, à chaque niveau, non, qui se correspond. C'est ce que je trouve intéressant avec ce truc-là, c'est, tu sais, qu'à partir du moment où, forcément, quand tu es entrepreneur, papa, mari, et que tu commences à rentrer dans l'optimisation, à venir analyser un peu ta data, essayer de cocher toutes les cases, et t'as l'impression après ça d'être un peu pas infaillible, mais d'être capable finalement d'en ajouter et d'ajouter des couches parce que tu as hacké le système et que tu sais que maintenant, vas-y, tu peux mettre un full iron dans 6 mois. Je sais que potentiellement, j'ai la méthode pour réussir à venir le rajouter en plus, tu vois. Et pas à la place. Hein ? Et pas à la place, en plus, tu dis. Pas la place dans quel sens ? Tu vas pas enlever quelque chose pour embriquer ? Non, en fait, maintenant j'arrive en fait à réussir. J'ai trouvé mon système. Alors au départ, c'est très brouillon et t'arrives pas à le faire parce que t'es trop intense dans un truc. Et ensuite, t'arrives à trouver en fait ton propre système où tu te dis, mais en fait, j'ai la place en étant très rigoureux, très méthodique et très discipliné, d'avoir des vrais temps de qualité avec mon fils, avec ma femme, pour mon business, et en même temps de venir concilier des sports et de venir m'éclater avec de nouveaux challenges qui me correspondent. Alors, on va développer tout ça, Tristan. Je te coupe parce que il y a déjà plein de mots-clés. Il parle de discipline, il parle de rigueur, il parle aussi tu dis que tu as trouvé un espèce de hack, donc en tout cas un process pour pouvoir faire des choses. Donc tu vas détailler. Il n'y a pas de copyright. Tu peux bien sûr, il y a zéro partager copyright. tes secrets. Voilà. Bon. Donc on va développer tout ça. Mais avant ça, moi ce que j'aimerais, c'est juste qu'on fasse un petit retour en arrière. Ouais. Là où tout a commencé, parce que j'ai envie aussi qu'on fasse mieux connaissance, qu'on rentre aussi un petit peu dans ton état d'esprit, dans ta personnalité, parce que c'est dans ce format d'Heroes, c'est ce qu'on aime aussi, c'est rentrer un peu dans l'histoire de nos invités. Tu es originaire de Brest. Ouais. Tu as grandi en Normandie. Non, tu me dis si je me trompe. Ouais, tu te trompes. Parce que c'est Wikipédia et je sais que Wikipédia c'est pas. Donc t'es breton. Ouais, je suis breton. Tu dis qu'un breton qu'il a grandi en Normandie. Non, j'ai joué au foot à Avranches ensuite en Normandie pendant 3 ans. C'est pour ça que c'est peut-être noté dedans, mais j'ai grandi en Bretagne et jusqu'à mes 16-17 ans, j'étais en Bretagne. J'ai tout fait en Bretagne. Alors, on sait que l'enfance, souvent, c'est ce qui conditionne la personnalité de quelqu'un. Ouais. Je parlais avec des entraîneurs, je recevais un grand entraîneur qui me disait, voilà, dans l'enfance, il se passe des choses. Et c'est ces choses-là qui vont faire en sorte qu'un athlète va être performant ou non. C'était sa conviction. Ouais. Tu es d'accord. Toi, justement, quand tu repenses à ton enfance, à l'école, aux potes, aux premières passions, quel souvenir tu gardes de tout ça ? Moi, en fait, pour revenir justement au côté qu'est-ce qui m'a entre guillemets forgé en tant qu'individu et qui fait qu'aujourd'hui j'ai ces caractéristiques et ces traits de caractère. Il y a un vrai élément déclencheur à un moment fort qui est, d'abord, il y a mon père qui était footballeur professionnel, donc joueur en Ligue 1, etc., qui a eu une très belle carrière. Donc j'avais des qualités au foot. Donc j'ai cette pression-là qui est assez importante depuis tout petit. Où il y a des attentes sur moi, où on se dit est-ce qu'il va réussir, etc. Sauf qu'en l'occurrence, j'étais un peu tardif dans ma progression. Donc c'est venu un peu plus sur le tard. J'étais pas super mature dans ma façon de jouer. J'avais des grosses qualités techniques, mais sur ma compréhension du jeu, ma vision, etc., c'est toujours venu un peu plus tard. Il y a eu un peu cette frustration où je sentais qu'il y avait des attentes sur moi, que j'étais pas forcément là. En plus de ça, en 6e, je redouble. Je redouble ma 6e. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être un peu le cancre de ma famille. Et en fait, ça met une vraie claque. Et à ce moment-là, il y avait les crosses du collège. Sur ma 2e année que je redouble, je change de collège. Et donc, je passe d'une ville à une autre. Mes parents décident, pour me préserver, de dire on va le changer de ville. Je vais dans l'autre ville et là, je gagne le cross du collège parce que j'avais des vraies aptitudes en course à pied, en endurance. Et il y a Philippe Corr, qui est l'entraîneur du LTA, qui était le club d'athlétisme du coin, qui vient me voir à la fin. Je gagne haut la main le cross du collège et il me dit t'as vraiment un truc. J'avais un maillot de foot de l'Espagne, je me rappelle à l'époque. Et il me dit t'as vraiment un truc. J'aimerais beaucoup que tu viennes faire de l'athlétisme avec moi. J'en parle à mon père en me disant, il va me dire non, c'est le foot. Et mon père me dit vas-y. Ça peut être ton truc. Là-dessus, je vais pas te mettre la pression parce qu'il était lucide sur le fait qu'il y avait quand même une pression qui était appliquée sur moi dans le foot. Et un peu en mode ça va être ton monde et tu vas pouvoir t'exprimer sans avoir ce truc. Et je me dis bon. Et du coup, j'ai commencé à faire ça à côté. Et pour moi, ça a été une révélation mais exceptionnelle. C'est vraiment l'école de la vie pour moi, l'athlé. J'ai fait 7 ans d'athlétisme à plutôt bon niveau. J'étais champion de Bretagne, champion interrégional. J'avais la 3e meilleure performance française de l'année en 1500 steeples en une année. Tu vois, donc t'as quand même un gros background sur l'athlé, quoi. Ouais.
T'as goûté au steep, t'as goûté au cross. Ouais, cross, j'en ai fait beaucoup. Et donc, j'en ai bouffé. C'était un vrai mentor, Philippe. Il était champion du monde vétéran de 400 mètres, de saut en hauteur et de saut en longueur. Mec super explosif, super sanguin et très, très, très bon. Et en fait, si tu veux, il m'a appris, si tu veux, le dépassement de soi, mais qui a absolument rien à voir avec des entraînements que tu peux avoir dans le foot, tu sais. Justement, comment toi qui as connu les deux mondes, est-ce que tu notes des points communs et des points qui différencient un peu Très peu. Très peu. Et quand je revenais faire des prépas de début de saison au foot, je me disais, mais putain, on est tous des branleurs, en fait, tu vois. Il y avait absolument rien à voir, quoi, entre des séances de demi-fond, surtout que donc j'ai fait du 1000 mètres en minime, après je suis passé sur du 1500 steeple en cadet. À l'époque, c'était ça, il y avait du 1500 steeple. Après, j'ai fait un peu du 800. Donc et du cross. Et donc, les séances pour du demi-fond comme ça, tu te mets vraiment dans le dur. Ouais, mais en 6e, normalement, t'aimes le jeu, t'aimes le ludique, t'aimes les potes. T'es pas censé aimer tu vois, sauf que moi, dans le dur, quoi. Ouais, sauf que moi, j'avais une énorme frustration, qui était ce truc-là de 6e où je redouble, où les attentes sur le foot sont pas bonnes et où j'avais vraiment quelque chose de profond en moi qu'il fallait que j'expulse. Et là, j'avais trouvé ma porte où très rapidement, j'ai vu, je remporte des trophées, il y a des articles sur moi dans la presse. Je rentre à l'école où j'étais le vilain petit canard qui, en 6e, a déjà repiqué sa 6e et qui fera rien de sa vie. Et on dit, mais champion en athlétisme, t'as vu, il a gagné le cross de ça, champion de Bretagne, tu sais. J'étais en école privée, donc c'était c'est quoi déjà l'Uxel, c'était ça à l'époque. Et donc j'étais champion de Bretagne Uxel, j'avais fait 5e au championnat de France, et tout ça mis bout à bout, j'ai dit j'ai mon truc à moi, tu vois. Mon père était fier parce que tu vois, il avait pas de truc de comparaison. Dans le foot, c'est beaucoup plus difficile de dire t'as fait un bon match, un mauvais match, tu vois. Et pour moi, même quand j'avais l'impression d'avoir fait un super match, d'avoir marqué, lui estimait que je pouvais encore faire mieux et c'était jamais à la hauteur. La piste, un cross, il y a une place, il y a un chrono, tu finis premier, il y a rien à redire. Personne va te dire t'aurais pu faire mieux si t'as fini premier, tu vois. Et j'avais ce truc là en fait où j'avais l'impression de pouvoir rapporter quelque chose de satisfaisant aux yeux des autres et aux yeux, à mes propres yeux aussi. Et ça m'a boosté en termes de confiance. Et vraiment, ça a complètement switché toute la suite où potentiellement j'aurais pu avoir un parcours scolaire chaotique et j'ai fini par plus jamais redoubler, avoir un master 2 à l'ESC Montpellier, où j'arrive maintenant à être entrepreneur, où j'ai réussi plein de choses dans ma vie. Et je pense que le vrai élément déclencheur de ça a été d'avoir eu l'athlétisme et Philippe à ce moment-là qui vient et qui me sort un peu de ce tunnel dans lequel je suis et où j'étais malheureux malgré tout, tu vois. Parce que tu parles de l'école de la vie, c'est intéressant. On pourrait partir du principe qu'à partir du moment où tu t'épanouis dans le sport, tu ne t'épanouis que dans le sport, mais tu nous racontes qu'à partir du moment où on a cru en toi dans un domaine, ça épanouit tout le reste à côté. Ouais, absolument. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a des valeurs qui sont extrêmement bonnes dans la course à pied, l'athlétisme, dans ce sport individuel, que t'as pas dans le foot. C'est que dans les sports co, tu peux toujours te cacher derrière l'autre, tu vois. Tu peux toujours dire on a perdu 3-0, mais notre gardien il est 0, mais l'attaquant il a été nul, le coach il comprend rien, il m'a fait sortir. L'athlétisme, tu peux passer toi face à toi-même et ton chrono, tu vois. Donc il y a ce truc en fait qui te met vraiment face à tes responsabilités. Ça déjà, je trouve que c'est un truc quand t'es jeune qui est un super bagage pour la suite. Tu vois, qui t'empêche d'avoir ce côté un peu branleur de c'est jamais de ma faute, et tu vois. Et tu l'entends souvent dans le foot, on m'a pas donné ma chance ou j'ai pas eu ma chance. Dans l'athlète, tu l'entendras jamais. Tu vas jamais avoir un athlète qui va te dire j'aurais pu être pro, mais si t'avais pu être pro, t'aurais les ligaments, les croisés. Tu vois, dans le foot, c'est le truc qui revient tout le temps. C'est j'aurais pu, mais tu sais. Et en fait, il y a ce truc-là déjà. Ensuite, il y a le truc sur. Moi, j'avais mon père, il était coach de foot aussi en parallèle à l'époque, et je me souviens que dans les vestiaires, il notait il faut souffrir pour être beau. Mais c'était pas pour être beau d'un point de vue esthétique, c'était pour être beau intérieurement en fait, tu vois. Et ce truc-là, moi, c'est une phrase qui m'a accroché, que je sortais à l'école tout le temps quand on me disait c'est quoi ta tagline préférée, c'était il faut souffrir pour être beau. Et en fait, je me suis nourri de ce truc-là, de cette souffrance à l'entraînement, de me mettre vraiment dans le mal. Et Philippe, tu vois, qui a été un entraîneur pendant, je sais pas, il a dû être 30 ans entraîneur d'athlètes, il m'avait envoyé un message qui m'avait touché il y a quelques années, tu vois, quand il avait vu que j'étais revenu un peu dans les médias et tout, il m'avait dit t'as été l'athlète que j'ai vu aller le plus loin dans la souffrance à l'époque, tu vois, et que j'étais capable de pousser vraiment le plus loin, parce que
j'avais ce feu intérieur qui faisait que j'étais un chien sur la piste, tu vois. Tu pouvais m'en mettre plein la gueule, je pouvais vomir, tu me refaisais faire un 400, tu vois, une allure hyper soutenue, j'en redemandais, tu vois. Ce qui est parfois plus différenciant encore que la performance seule, parce que des jeunes qui sont juste performants par un talent pur, il y en a certains, mais en tant qu'entraîneur, on peut aussi avoir la vision de se dire, lui, il est juste fort, mais je sais que ça ira pas plus loin parce qu'il n'y a pas la valeur travail qui est au moins tout aussi importante pour aller au-delà, parce que le talent suffit peu. Exactement. Et tu vois, moi j'avais ce truc-là que peuvent avoir, tu vois, un Jimmy Gressier, il l'a aussi par exemple. Quand tu vois un peu sa manière de s'entraîner, son côté un peu hargneux, j'avais un peu ces traits de caractère-là, tu vois, où j'étais pas le plus talentueux, il y avait des mecs bien plus forts que moi, mais par contre j'étais vraiment capable de me déboîter la tronche à l'entraînement en permanence, tu vois. Et pareil tu sais, t'arrives après pas dès le départ quand j'avais 11 ans et que je faisais de l'athlé, mais après, vers la fin, quand mes potes ont commencé à sortir, aller boire des bières, être intéressés par les filles, moi j'ai été hyper tardif là-dessus. Pourquoi ? Parce que tous les matins à 7h au Champ de la Rive, ça s'appelait, j'avais séance de côte sous la flotte en Bretagne, sous 2 degrés. Ça, c'était tous les dimanches matins. Et en fait, j'avais ce truc-là où je loupais jamais aucune séance, j'étais hyper rigoureux, j'avais des échéances, et ça m'a évité en fait d'être un peu, pas parasité parce que ça fait partie de la vie, mais d'avoir un peu ces trucs-là qui m'attirent, tu vois. Ça vient d'où cette énergie-là, ce moteur, cette envie si jeune de... T'as un peu conscientisé ça, tu t'es interrogé justement sur d'où ça vient, comment tu l'expliques ? Je te dis, je pense que c'est déjà un peu un trait de caractère parce que mon père est un peu pareil, tu vois. Y a pas un goût de revanche quand même ? Si. C'est justement ça, tu vois, c'est que je te dis, tout ce côté-là, je l'ai vraiment très mal vécu. Pour en reparler encore comme ça, de cette année de 6e où j'ai redoublé, tu vois, maintenant, c'est que ça a vraiment été une période très difficile à gérer pour moi, parce que en plus de ça, c'est un âge où quand t'es plus petit, mais là, les gens, tu te fais chambrer, tu vois, t'arrives à un âge où t'es pas très cool, tu vois. Donc en fait, les enfants sont méchants. Très méchants. 6e en plus. Et 6e, en fait, t'es c'est rare de redoubler sa 6e en plus. Bah ouais. Et vraiment, ça m'a impacté, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de tout remettre à zéro. Et je me rappelle encore de faire les dîners de famille où j'avais mon autre petit cousin Thibaut qui avait sauté une classe, extrêmement doué, qui était demandé par la JOCR, par tous les clubs de foot, qui signait au Stade Brestois. Et moi à côté, et Hugo, et mon père, il disait, qui répondait. Et ça, c'est dur quand t'es petit, tu vois. Et en fait, j'ai nourri ce truc-là, où un peu de revanche, où je me suis dit, à partir du moment où j'ai trouvé ma zone de génie, entre guillemets, je l'ai plus lâché, tu vois. Plus le côté Philippe, qui a vraiment été, je pense que c'est là où c'est important de trouver les bons coachs et la bonne personne. Moi, j'ai eu de la chance parce que il m'est tombé un peu sous le bec, mais d'avoir quelqu'un qui soit vraiment capable de rentrer dans ta vie comme ça et de façonner un peu, tu vois, toutes les verticales, parce qu'il m'a fait vraiment devenir quelqu'un, tu vois, de dur au mal, de très sérieux dans mes entraînements, de discipliné, et il m'a donné vraiment confiance, tu vois. Parce que là, c'est les premières victoires qui t'ont permis de te lancer, mais j'imagine que depuis cette 6e où tu as fait ce cross et que tu as gagné, il n'y a pas eu ensuite que des victoires, ou après c'est success story jusqu'au bout. Bah non. Et qu'est-ce qui t'a... Déjà, quels ont peut-être été les échecs entre-temps, et qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que Philippe a pu t'apprendre qui ont fait que l'échec en 6e a été très dur, et tous les échecs suivants, tu les as survolés et t'es passé par-dessus. C'est une bonne question. Je pense que c'est pas... il m'a rien appris, c'est plus un état d'esprit de mettre la valeur travail au-dessus de tout. Et en fait, de se dire qu'à chaque fois que t'es confronté à des échecs, à des difficultés, de te dire je vais redoubler d'efforts et travailler encore plus fort pour réussir à surpasser cette barrière qui se met devant moi. Et l'athlétisme, c'est très ça. C'est du volume d'entraînement, c'est tu vois, je veux pas dire qui se fait le plus mal à l'entraînement, mais malgré tout, est-ce que t'es capable, tu vois, quand t'es jeune comme ça, d'aller chercher un peu le supplément d'âme que les autres n'auront pas le jour de la course. Et en fait, tout ça, du coup, cette valeur-là, c'est ce que je cultive toujours aujourd'hui à travers ma manière de m'entraîner, où j'ai toujours besoin d'aller chercher ce truc-là, tu vois. C'est un peu un réconfort. J'ai l'impression que c'est ma zone, tu sais, ma safe place un peu, où je vais là, je sais que peu de gens finalement y vont, tu vois. Et moi, quand je vais à ce niveau-là, tu vois, d'exigence envers moi-même et de dépassement de soi, c'est mon truc à moi, tu vois. Et je l'ai tellement cultivé depuis tout petit que ça m'a donné cette forme de confiance où je sais que
c'est mon avantage concurrentiel un peu par rapport aux autres. Même dans l'entrepreneuriat, j'ai pas fait HEC, je suis pas. Mais par contre, je suis capable de me mettre dans des tunnels et de travailler 3 fois plus fort et de rien lâcher et d'avoir ce mindset, tu sais, d'athlète qui va me permettre d'aller plus loin quand les autres vont. Tu sais, ça me fait penser ce que tu dis à ce que disait le triathlète là. Tu sais, c'est en gros, je me fais mal, mais je sais que du coup, j'ai un avantage sur les autres parce que je me fais tellement mal que les autres pour me battre, il va falloir qu'ils se fassent plus mal que moi et en fait c'est presque pas possible. Ouais. Ça. La phrase, C'est qui, la phrase, c'est Sébastien Kienle et il dit If it's hurting me, it's killing them. Ah, énorme. Elle est Mais exceptionnelle. on a fait un épisode justement sur le rapport à la douleur. On a demandé à un philosophe. C'est intéressant d'avoir aussi l'avis des philosophes. Et justement, pourquoi dans l'ultra, des fois, on arrive à se faire autant mal. Et ce qu'il explique, c'est qu'il y a un peu un besoin sadique des gens. C'est-à-dire, en gros, on a cette tendance à avoir un peu de sadisme, l'humain en nous, donc faire souffrir les autres. C'est ce qu'on appelle le sadisme. Et il y a certaines personnes qui en sont incapables. Ouais. En fait, ils sont incapables de faire du mal aux autres. Et donc, finalement, le seul moyen de faire du mal aux autres, c'est de se faire mal à eux-mêmes. C'est Parce qu'ils sont incapables de faire du mal aux autres. Alors, je sais pas si, si vous êtes d'accord avec ça, mais... moi, je suis plutôt d'accord, ouais. Et je pense qu'il y avait une manière aussi, moi, d'aller aussi loin dans la souffrance à l'époque, quand j'étais petit, tu vois, de me punir un peu, tu vois, de ce redoublement, de pas être à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Donc, il y avait un côté sadique un peu. Alors... Mais sadique envers moi-même, tu vois. Oui, mais indirectement, dans le sport, c'est aussi un moyen de faire du mal aux autres parce que tu sais que tu peux aller très loin. Ouais. Et après, faire du mal aux autres, ça reste... Attention, hein, ça reste gentil. Voilà, on veut pas foncièrement, mais c'est de se dire... Ah, si tu veux t'affronter à moi, vas-y, on va s'amuser, mais tu vas prendre cher. c'est un moteur puissant, ça. C'est vrai qu'on le sait, mais c'est vrai que c'est des moteurs qui sont quand même usants au fur et à mesure. Ouais. Et souvent, il y a un switch qui se fait parce que le risque aussi, c'est de s'épuiser. Complet. Et moi, j'y ai été confronté, tu vois. Et j'ai eu plusieurs choses. Et le truc qui m'a le plus un peu fait switcher, c'est ma femme Caroline qui a notamment eu un cancer du sein il y a 3 ans. Et en fait, pendant toute cette période-là, quand c'est arrivé, c'était un cancer assez agressif en plus, qui nous est tombé dessus un peu sans qu'on s'en doute, tu vois, forcément. Enfin, on s'en doute jamais, mais... Et ma manière d'appréhender le truc, c'était de me dire je vais au combat. Allez, c'est la guerre, tu vois. Et du coup, comme à l'entraînement. Pareil. Et du coup, j'étais en plus de ça dans une prépa Alpha Iron à ce moment-là. J'avais pris Bastien Kerangoff, un coach de triathlon qui me coachait. Et je faisais, en plus il faisait très chaud à Dubaï, donc je m'entraînais pas dehors, je faisais du tapis et je me déboîtais sur le tapis. Vraiment, je me mettais des séances à récupérer 15 minutes après la fin de la séance et vraiment je me punissais de ce qui est arrivé. Et Caro, elle m'a dit en fait t'es en train de te faire du mal, tu vois. Elle m'a dit elle a très vite pris ce chemin un peu spirituel de dire j'accepte. Et ce truc-là qui m'arrive, ça arrive peut-être pour une raison, et ça sert à rien de le fighter et d'être dans la colère, parce que je vais me faire plus de mal qu'autre chose. Et c'est à ce moment-là où, avec son accompagnement, j'ai dit, putain, mais en fait, ouais, je suis en train de me faire du mal. Tu vois, je suis en train de m'auto-détruire en voulant lutter un truc qui, enfin, ça changera rien, en fait, de mettre complètement la race à l'entraînement et d'être, tu vois, et d'avoir cette colère en moi, de l'expulser à travers le sport. Ça fera pas guérir mieux le cancer. Et en fait, là, j'ai commencé à être un poil plus doux dans mon approche et me dire, OK, on va accepter, on va faire les choses avec un peu plus de réflexion. Parce que c'est pareil, je me suis beaucoup blessé pendant toutes ces périodes où mon seul moteur, c'était plus que les autres. Parce que t'es un peu con dans ta démarche et tu dis, tu vas t'entraîner avec des mecs, c'est la course à qui va le plus loin. Et puis, et tu finis par te blesser, par pas atteindre tes objectifs. Et depuis cette période-là, c'est pour ça que je dis que j'ai un peu hacké le truc que j'avais pas avant. Je suis devenu beaucoup plus méthodique, discipliné, un peu moins foufou dans ma pratique pour essayer d'aller plus loin, de mettre plus en avant, entre guillemets, ma longévité et d'être capable d'être un athlète complet et intelligent, entre guillemets. Quand avant, j'étais foufou. Dans tout ce que je faisais, j'étais complètement foufou. En fait, t'avais qu'un seul outil dans ta boîte à outils qui avait fonctionné jusque-là. Exactement. Mais là, il fonctionnait plus. En plus, avec l'âge, t'arrives à cette limite où, en fait, d'être cette tête cramée qui dit, qui a pas couru depuis 8 mois, à qui on dit on va courir 20 km et qui dit oui. Tu vois, je le faisais. J'ai un pote à moi qui m'avait dit je courais plus. Il me dit on va faire 50 km dans le désert à la frontale. J'y suis allé. Mon gars m'avait envoyé des chaussures juste avant avec lesquelles j'avais jamais couru. J'ai fini avec une fracture du métatarse, complètement débile, quoi, tu vois. J'avais pas du tout les adaptations physiologiques pour le faire. C'était complètement bête. Ça, c'était il y a 6 ans. Mais depuis ça, tu me le proposes demain, je dis mais non. Donc c'est intéressant de voir que ton outil avait quand même une limite qui t'a suivi tout au long de ton parcours. Toi, c'était les blessures particulièrement dans le sport. Ouais.
Bah, enfin, ouais. Ah, c'est le rappel à l'ordre. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le rappel à l'ordre. Mais jusque-là, ça avait pas percuté que potentiellement c'était une approche trop agressive. Non, Ouais. en fait, tu sais, j'avais ce truc où bon, je me suis blessé, c'est pas grave, on fait autrement, mais j'essayais même pas d'analyser le truc, quoi. Ok. Je me disais, c'est ma manière d'être, tout le monde se blesse et on s'en fout, tu vois. J'étais pas du tout en introspection avant. J'étais pas du tout, justement, dans cette analyse un peu fine de. Et maintenant, je pense que c'est aussi venu avec l'entrepreneuriat où, tu sais, quand t'as un business, bah, tu commences à analyser chaque segment, chaque verticale de ton business, à essayer de comprendre la raison du pourquoi, à être, tu vois, comme je disais, data-driven et essayer de démêler un peu tout ce sac de nœuds. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, putain, je suis en train de le faire avec mon business et je le fais pas pour l'outil principal de toute ma vie qui va m'accompagner jusqu'à la tombe, qui est mon corps, tu vois. Et en fait, ça m'a fait un peu un électrochoc de me dire, mais t'es complètement con. T'es en train de le faire pour un truc qui, si ça se trouve, dans 5 ans, on n'existera plus. Et toi, ton corps, t'es en train de t'envoyer dans le mur, à te dire, vas-y, j'ai pas le temps pour ça. Et donc, quand j'ai commencé à switcher ça et à dire, attends, là, je vais faire de mon corps une priorité, parce que c'est ma priorité. Et ensuite, c'est mon business. Et à le voir comme une entreprise. Mon corps est mon entreprise, tu vois. Et donc, à m'armer de bons coachs, à écouter des podcasts, à lire des choses, à essayer d'être beaucoup plus cultivé sur les sujets, à m'entraîner de manière plus intelligente. Bah là, en fait... En fait, tu vois, souvent, il faut aussi être autant bienveillant avec soi-même qu'on est vers les autres. Ouais. Je te donne un exemple. Ton image, ça peut être... tu vois, imagine un jockey qui va tirer sur les rênes et qui va lui donner des coups de fouet en lui disant avance, avance. Et en fait, c'est un peu ce que tu peux. Et je pense qu'on est tous les trois, on est passé aussi et même ceux qui nous écoutent, on est passé aussi à côté de ce truc-là, tu vois, sur ce côté de toujours plus. On voit qu'on progresse, on voit qu'on répond, donc on voit que ça marche, donc on veut toujours donner. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se dire, ok. Il y a mon corps, et puis on valorise ça, tu vois. Tu sais, il y avait cette phrase que j'adorais, moi, quand j'étais plus jeune, c'était si le mental est fort, si le mental est faible, c'est le corps qui décide, et si le mental est fort, le corps exécute, tu vois. Il y a cette dimension-là. Et puis c'est très millennial, c'est très dans notre culture. On a grandi avec David Goggins, on a grandi avec tous ces choses-là. Mais à un moment donné, tu te dis, ok, d'accord, mais foncièrement quand même, corps-esprit, ça travaille ensemble. Ouais. Je peux pas me comporter comme ce petit jockey là qui tire sur les rênes et tout. Ça pète un moment. Parce que sinon, en fait, ça pète. Et de toute façon, finalement, et ça c'est quelque chose que j'ai compris aussi moi, et souvent on le comprend, ça peut être le burn-out, ça peut être l'épuisement. Moi, c'est pas un mot que j'aime utiliser parce que autour de moi, j'ai vu des gens faire un burn-out et je sais à quel point ça peut être. Il y a des gens qui perdent la vue, il y a des gens donc voilà. Mais on peut avoir des symptômes de c'est un mot aussi qu'on utilise à tort et à travers. Ouais. Et je pense qu'il faut faire attention aussi avec ça. Mais voilà, on peut avoir des symptômes de ça et finalement, peu importe ton mental, peu importe comment t'es fort. À la fin, c'est le corps qui décidera. 100%. Et c'est le corps qui va décider. Et s'il décide de te dire stop, c'est chaud, quoi. Ah bah oui. Ah bah, il n'y a plus rien qui a d'importance. C'est que tous les trucs pour lesquels tu as pu te prendre la tête toute ta vie, qui sont des trucs futiles au final, tu te rends compte que si tu perds la santé, tu perds tout. Et ça, de s'en rendre compte. Après, on revient. C'est pareil, je me suis fait la promesse, tu sais, quand Caroline a entre guillemets perdu la santé et que j'étais à côté en tant qu'accompagnant et que je l'ai vu. Je me suis dit, en fait, je me prendrai plus jamais de ma vie la tête pour des conneries qui sont hors sauf que l'être humain est fait pour complètement oublier, donc je continue de me reprendre la tête et d'être capable de pas dormir de la nuit pour des sujets business qui me prennent la tête et qui tournent en permanence dans ma tête. C'est logique. Mais malgré tout, j'ai ce tronc commun là que je veux pas lâcher, où je me dis que ma santé physique et mentale sont ma priorité et que je veux plus le lâcher, tu vois. Parce que justement, t'es entrepreneur, t'as créé sûrement entre autres Cruel Pancake. Ouais. Est-ce que tu as vu que depuis que tu as repriorisé le sport par rapport à ta vie entrepreneuriale, est-ce que tu vois un impact positif ? Ah ouais. Tu nous as expliqué comment l'entrepreneuriat avait pu te servir d'outil pour le sport. Est-ce que le sport te sert d'outil aujourd'hui pour l'entrepreneuriat ? Et dès que j'arrête et dès que je suis blessé, c'est catastrophique. Ah mais vraiment. Hein. Le CA de l'entreprise, je suis libre. Non, mais dans ma réaction aux événements, tu vois, je prends beaucoup plus et encore plus avec le run. C'est pour ça que pour moi, le run, c'est pas tant que c'est un truc forcément où j'ai des aptitudes et où depuis tout petit, j'en ai fait et qui était un peu ma zone de génie. Donc, j'aime ça. J'aime ça. J'avais un peu perdu le goût. J'ai fini par tellement tirer sur la corde à l'époque que j'ai dû faire un choix justement entre l'athlétisme et le foot et j'ai choisi le foot, tu vois. Parce que j'avais été écœuré vraiment de trop taper dedans et de trop me faire mal pendant tant d'années à l'athlé, tu vois. Tu peux nous en parler un petit peu de ça, un peu plus en détail ? Ouais, bien sûr. Bah, si tu veux, au bout de 7 ans d'athlé, tu vois, j'arrivais à un moment où mon coach m'a dit je continuais à faire du foot à côté, je faisais pas que de l'athlé. En fait, t'es à moitié de la terminale, quelque chose comme ça. Ouais, moitié du lycée, je veux dire. C'est en seconde, je crois. Ouais.
Et donc là, fallait faire un choix parce que c'était soit je switch et je décide de vraiment faire quelque chose dans l'athlétisme et de vraiment. Soit de faire les deux, c'était plus possible, quoi. D'être un peu sur le foot, un peu sur. Tu vois, j'avais des comment ça s'appelle, des matchs le samedi, des compétitions d'athlé le dimanche, c'était incompatible. Et donc, j'ai dû faire ce choix. Et mon père m'a dit, tu te prends. Lui, il m'a presque poussé à faire d'athlé. Il m'a dit, franchement, t'as beaucoup de potentiel dans l'athlé, machin, même si t'as aussi du potentiel dans le foot. Mais en fait, j'avais été tellement trop loin, je pense, dans la souffrance que je me rappelle j'ai des flashs des fois qui me reviennent comme ça où je sortais de l'école et j'allais en vélo à la piste d'athlé et je pleurais sur mon vélo parce que je sais ce qui m'attendait comme séance, tu vois. Quand c'était des grosses séances d'intensité. Ouais, ça allait loin quand même. Hein. Ouais. Et parce que j'avais plus envie d'y aller, tu vois. J'avais tellement été loin dans le truc et je m'étais tellement fait de mal que je m'étais un peu dégoûté. Ouais, c'est les risques, hein, malheureusement. Et en fait, c'est un puissant moteur, mais c'est aussi un puissant mur, quoi. Bah ouais. Et en fait, après ça, j'ai choisi le foot, qui m'a emmené. J'ai joué à des très bons niveaux. Je suis parti à Avranches après. J'ai fait quelques matchs en CFA, etc. qui sont où c'est très bien. J'avais un appart payé par le club. C'était très cool. Et ensuite, je me suis blessé plusieurs fois et je suis passé à la muscu. Et le foot, là où elle arrive. Ouais, c'est là où la muscu est arrivée. Après des blessures au foot, tu vois, à chaque fois c'est. Et l'athlé, la course à pied en l'occurrence, mais pendant, je crois, 10-12 ans, j'ai plus du tout couru. C'est quand j'ai recommencé à courir, quand j'ai un pote qui m'a dit, quand je suis arrivé à Dubaï, qui m'a dit, je fais du triathlon, ça te dit d'essayer. Et j'ai recommencé la course à pied. Mais ça m'avait tellement dégoûté, je l'avais tellement associé, tu vois, pas au plaisir, mais à me mettre ramasse à chaque fois, que je l'ai complètement mis de côté. Et aujourd'hui, je redécouvre la course à pied comme un médicament un peu, tu vois. Pour ma santé mentale, je pars courir le matin, je fais 10-12 bornes, je reviens, tu sais. Tu bornes beaucoup, hein. J'ai regardé ton Strava, tu bornes. Hein. Ah ouais. On va en parler. Ne spoil pas tout, Tristan. Et je me sens trop bien après, tu sais. Et ma réaction aux événements, justement, à des trucs où normalement je vais être un peu trop impulsif et tu vois, et le prendre trop à cœur, je suis plus zen. Je suis vraiment plus zen surtout. J'aimerais bien qu'on développe un petit. À parler du running, qu'on peut-être, Tristan, si on peut évoquer un peu la partie triathlon, un sport du coup pas du tout chronophage, qui se glisse bien dans l'agenda. Très bien. En termes d'équilibre, là, c'est parfait. Franchement. Moi, alors vis-à-vis du triathlon, peut-être que ça va répondre à la question, mais tout à l'heure, tu nous as parlé de rajouter des choses tout en gardant l'équilibre. Moi, je sais que quand j'ai commencé le triathlon, ça a été dans un déséquilibre contrôlé, mais un déséquilibre quand même. Ouais. Est-ce que toi, tu as vécu un peu la même chose ? Ouais. Mais en fait, t'es obligé d'être déséquilibré. C'est juste d'accepter, tu sais, ces cycles et de te dire que t'arriveras jamais à être comme ça. Ça va simplement faire ça. C'est équilibré comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste de réussir à faire en sorte que, malgré ce déséquilibre, moi j'ai une phrase que j'aime bien, c'est ici et maintenant. C'est mon père qui me le répétait souvent. C'est que j'ai tendance à être dispersé, à vouloir tout faire et être partout en même temps. Sauf qu'en fait, j'avais des moments où j'étais avec mon fils, par exemple. Sauf que j'étais avec lui en train de jouer au foot ou de faire un truc, et avec mon téléphone en train de faire ça en même temps. Et en prenant un peu de recul, je dis putain, mais en fait, le ici et maintenant, j'y suis pas du tout. À quoi ça sert de passer un moment avec quelqu'un si en fait t'es sur ton téléphone ? Ça, c'est toute la génération, tu vois, là, c'est un peu notre problème avec les réseaux, avec tout ça. Et en fait, en décidant de séquencer les moments et de dire ok, j'ai 1 heure d'entraînement, je suis dans mon entraînement, je suis pas en train de penser au business, je suis pas en train de penser à ce que je vais faire après, je suis pas en train de penser à ma roadmap sur Cruel Pancake, quand je vais prendre un café avec un mec, je suis avec toi, je suis pas ailleurs. Quand je suis avec mon fils, j'ai 30 minutes à lui accorder pour jouer au foot, je suis là, je joue au foot avec lui, il y a pas mon téléphone, et en fait ça c'est un peu ça le hack, tu vois. Au final il y a plein d'autres choses, mais c'est de se dire c'est ici et maintenant. Quand je fais quelque chose, je le fais à 100%, sinon je le fais pas. Et j'essaye pas de tout combiner en disant putain, attends, là il faut que j'aille nager, mais en même temps je réponds à vas-y, c'est pas la peine, tu vois. Ça, c'était intuitif chez toi, ou c'est parce Non. que justement t'avais tendance à tu vois l'électron libre et t'as fait une compensation, tu t'es adapté à ça. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais efficace dans rien, quoi. J'étais partout et nulle part à la fois. Hugo il fait plein de choses, mais en fait tu performes sur rien. Les gens qui sont avec toi se disent tu vois, même avec ma femme de temps en temps elle me disait mais en fait je te parle, t'écoutes même pas. Parce que j'avais le cerveau ailleurs, j'étais sur le truc d'après, sur le. Ouais, mais quand c'est naturel, comment tu fais pour c'est un vrai en fait c'est une vraie décision qu'il faut prendre, tu vois. Je me suis vraiment posé face à moi-même, j'ai dit est-ce que t'as envie de continuer à être ce connard entre guillemets, tu vois. Et justement, est-ce qu'il y a eu un déclencheur à un moment où c'était trop qui t'a permis de prendre conscience, ou c'est la prise de conscience qui est difficile en général, qu'on a toujours fonctionné comme ça? C'est ça, mais c'est surtout en fait
en l'appliquant et en voyant qu'en étant ici et maintenant, j'arrivais avec 3 fois moins de temps à satisfaire les gens par la qualité du moment présent. Ça veut dire que quand Marlon, je pouvais passer 4 heures avec lui et il disait j'ai l'impression de pas voir papa, 30 minutes de qualité où je suis vraiment avec lui, il va dire je suis content cette semaine, j'ai vu papa. Alors que j'avais beau passer 4 heures. C'est un truc, quand t'as pas d'enfant, c'est marrant parce que c'est le truc, oui, moi j'entends ça tout le temps, genre, oui, les enfants, ils ont pas besoin de présence, ils ont vraiment besoin du temps où tu connectes avec eux, ça te paraît abstrait. Mais quand t'as un enfant, en fait, tu te rends compte à quel point c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'enfant, quand tu vas jouer avec ton enfant, il faut vraiment être dédié à lui ou à elle. Et en fait, c'est clair que... Et en plus, un enfant, ça te le fait payer. Hein. Et ça le sent. Il le sent tout de suite. Tout de suite. Il faut vraiment... Là, parce que les deux me regardent. En vrai. Tu vas voir. Tu vas voir, mec. Tu vas vraiment... Non, mais moi, ça me paraissait hyper abstrait, mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, des fois, tu te dis, ouais, je vais chercher ma fille à la crèche, j'essaie le maximum le soir. Et en fait, je suis comme toi, tu vois, j'ai encore ma journée dans les pattes et tout. Au début, j'étais là. Et en fait... tu vois, moi mon frère aussi bosse beaucoup, tu vois, son fils il a pris le téléphone, il a acheté chez mes parents, il l'a acheté dans la piscine, tu vois. T'imagines ? Tu vois, c'est des symboles forts, tu te dis à un moment donné, on parle d'un petit bébé, et hop, tu vois, donc vraiment c'est ce côté d'être dédié, quoi. Donc tu vas voir, tu vas goûter à je vous dirai les gars, je vous dirai. Et puis du coup ça marche pour tout, c'est que même à travers la musculation, tu vois, quand tu mets t'es à la salle, le nombre de mecs que je vois à la salle qui s'entraînent et qui déjà ils savent pas ce qu'ils s'entraînent, tu vois. Ils sont sur les pecs mais ils pensent qu'ils sont sur les trapèzes mais ils pensent qu'ils sont sur les pecs, tu vois. Et en fait de se dire que je mets mon cerveau dans la qualité d'exécution, je suis là, moi souvent je ferme les yeux même quand je fais mes reps, tu vois. Et mon téléphone je le mets en mode avion, il y a rien qui compte et je suis dans ma répétition, j'essaye de visualiser les fibres vraiment qui sont en train de se contracter. Mon entraînement, je peux le faire en 40 minutes, il a absolument rien à voir avec un entraînement où je vais être 2 heures à la salle, être comme ça entre chaque rep, tu vois. En fait, t'es beaucoup plus efficient. Ouais, c'est la puissance du moment présent, quoi. Ah ouais. Et quand tu commences à trouver ce truc-là, tu dis putain, mais ça c'est pareil, c'est un avantage concurrentiel parce que tu te rends compte que je sais pas, que je vais pas donner un pourcentage parce que ça rime à rien, mais je pense qu'il y a bien 90% des gens qui font des choses pour le faire, mais qui mettent pas leur pleine intention dedans. Et en fait, de mettre ton intention totale dans la chose que tu fais, putain, mais ça t'ouvre énormément de portes. On parlait du triathlon, je pense que la natation est le bon exemple. Il n'y a pas mieux. Que j'imagine parce que tu as appris à nager à ce moment-là. Ouais. Raconte-nous un petit peu comment tu as commencé le triathlon, la natation, tout ça. Ouais, au départ, je l'ai fait de manière... Donc, le premier que je fais, c'était l'Alpha Ironman, le 73.3 Oman. Et ça, je l'ai fait prépa un peu à la One Again. Donc, je m'entraînais avec mon pote, il avait son programme. Il faisait partie d'un club de triathlon. Donc, il avait un programme qui était quand même sur mesure, mais qui n'était pas sur mesure pour moi. On n'avait pas le même niveau. Donc, je me pluguais juste sur ce qu'il faisait. Et puis, je me suis dit, allez, je vais faire le triathlon comme ça. Donc, je l'ai fait comme ça. C'était quand ça, le premier ? Waouh, je sais même plus. Je suis très mauvais en date. 6 ans, c'était il y a 4 ans, je crois. Ok. Et ensuite, le deuxième, je me suis dit, là, j'ai envie de pousser un peu les curseurs et j'ai envie justement de tout optimiser, d'aller un peu plus loin. Et j'ai pris Bastien, justement, Karangoff en coach. Bon créateur de contenu. Ouais, qui est très bien, qui m'a accompagné comme sur la prépa. C'était pour l'Ironman du Bahreïn. Et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de la prépa. J'ai fait la fin de la prépa, mais j'ai pas été assez assidu parce que justement on était dans un... Avec ce que tu as expliqué. Et puis, je dis souvent que le stress extérieur joue énormément. Là, je pense que tu as expérimenté le fait que... Et j'ai pas réussi à combiner les deux, tu vois. À un moment donné, j'ai dit, j'y arrive pas. Tu as réussi à reprioriser. Voilà. Mais par contre, j'ai eu 4 mois d'entraînement hyper intensif où vraiment j'étais full dédié à ça comme un athlète de haut niveau et où du coup j'étais 3 fois semaine en piscine dans un bassin de 50 mètres où je faisais 1 heure de route aller, 1 heure de route retour tous les jours pour aller à la piscine. Et où je faisais tous les entraînements que m'envoyait Bastien. Donc il y avait beaucoup mince, c'est pas d'éducatif. D'éducatif, ouais. Beaucoup d'éducatif. Et je me suis rendu compte à quel point c'était ingrat la natation. Parce que, en effet, à la fin, tu vois, donc je finissais à force de rigueur et d'y aller tout le temps et de mettre mon cul dans l'eau tous les matins, à avoir ces sensations de glisse, à avoir ces appuis dans l'eau, à sentir ce truc-là. Je pouvais arrêter 3 jours et revenir 3 jours après. Il n'y avait plus rien. Plus de sensation de glisse, plus d'appui dans l'eau. Et je disais, c'est pas possible. Où est-ce qu'ils sont ? Et là, en l'occurrence, quand tu parles... Ça a l'air ingrat, c'est plus ingrat. Ah, c'est vraiment ingrat. Largement. Ah ouais. Plus que le running encore. Ah bah ouais. D'un point de vue technique, ouais. Et quand tu parles d'intention, en effet, quand t'es dans l'eau et que tu veux vraiment réussir à
à nager de manière efficiente et efficace, si tu mets pas ton cerveau, c'est même too much, tu vois. Parce que y a tellement de trucs à gommer. Moi, je devais penser à mes jambes, mon alignement, ma tête, ma respiration. C'est le nombre de battements, le truc. Et c'est tellement d'infos que, pour le coup, c'est ça qui est bien avec la natation, c'est que tu peux pas penser à autre chose. T'es pas sur ton vélo en position aéro en train de réfléchir à autre chose. Après, il y en a qui nagent sans vraiment nager, juste ils font des longueurs. Mais le fait de conscientiser, j'imagine que toi, tu étais dans un bon cadre qui t'a permis de rentabiliser chaque minute. Ouais. Comme si ta minute valait plus que celle d'un autre à côté qui ferait... parce que sinon, tu passes du temps dans l'eau, mais en fait, tu progresses jamais, quoi. Enfin, tu nages, tu te mets du volume, mais tu comprends qu'à un moment donné, si tu veux progresser, t'es obligé de passer par des éducatifs, t'es obligé de comprendre qu'il va falloir réussir à avoir de la traction dans l'eau. Enfin, c'est de la science, c'est scientifique, finalement, la natation, hein, de faire avancer un corps dans l'eau, c'est pas un truc qui vient juste en se disant je fais ça comme ça et tout d'un coup ça va nager vite, tu vois. Ouais, justement, la natation, si j'en parle, c'est parce que dans le triathlon, pour moi, c'est l'aspect très spécifique, c'est que c'est le sport des trois qu'on veut le moins faire. Je sais pas si t'étais dans ce cas-là. Si. Ouais, et donc c'est le fait de faire quelque chose qu'on n'aime pas pour obtenir quelque chose qu'on a envie. Ouais. Je sais pas ce que tu penses de ce truc-là, de se contraindre un petit peu dans au moins une des trois pratiques. Moi je trouve ça très bien, tu vois, parce que et d'ailleurs je l'ai vu sur les réseaux parce que je communique souvent sur mes entraînements, etc. Et c'était le truc sur lequel j'avais le plus de retours, quoi. Les gens me voyaient le matin dans la piscine, ils se disaient waouh, ils disaient bravo, tu vois. Ouais. Ils pouvaient te voir faire du vélo pendant 4 heures. 17 km à 6 heures, tout le monde s'en fout. 3000 mètres à 8. Exactement. Mais vraiment. Et j'ai dit, c'est vraiment un truc pour les gens et moi, j'ai pas de plaisir plus que ça à être faire de la natte, tu vois. J'aime pas ça. Mais j'avais aussi ce truc où me dire que j'y vais alors que j'ai pas envie. Tu sais, tu débloques un truc où tu te dis, t'es une sorte de fierté à la fin de la journée, quoi. T'es dans le cœur de la discipline, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux aujourd'hui versus qu'est-ce que je veux à long terme. Donc je suis prêt à faire quelque chose dont j'ai pas envie parce que mon résultat et mon objectif à long terme, j'ai envie de ça. Et ça, c'est de la définition même de la discipline. Alors, je sais pas si tu voulais encore... Je voulais juste faire une petite question sur la natation, parce que encore c'est un beau parallèle à ce que tu as dit juste avant. Tu parlais du fait de moments dans ta vie où tu as appris que tout ne pouvait pas passer par la force et qu'il fallait pas forcer plus pour forcément... Absolument. La natation, c'est un très bon exemple. Il y a un dicton en natation qui dit nager fort, c'est pas nager vite. 100%. Dès que tu forces, t'avances plus à rien. C'est vrai que c'est... J'imagine que ça participe aussi au fait de renforcer cette leçon. Ouais, parce que tu te rends compte que c'est ton relâchement finalement qui te fait aller plus vite. Tu vois, c'est assez paradoxal, mais t'es vraiment dans l'antipode des sports de force où en fait, c'est de réussir à être le plus smooth dans l'eau et d'avoir justement, tu vois, T'as tout de suite eu l'information ou t'as eu du mal au début à t'adapter à ce genre de... Je l'ai eu justement, et c'est là pareil, on pourra en revenir après, c'est en me faisant accompagner des bonnes personnes. C'est en ayant Bastien, tu vois, qui me disait à un moment donné, écoute, regarde cette vidéo, regarde cette vidéo, viens on fait un call, je t'explique. Et en fait, quand tu commences à t'armer d'experts qui ont la bonne méthode et qui sont pédagogiques, et en fait tu finis par comprendre que mais en fait j'étais complètement dans le faux. Tout le volume que je me suis mis à vendre ça servait presque à rien, tu vois. Et c'est ça un peu que je vais pas dire que je reproche, mais que je vois trop dans la pratique de beaucoup d'athlètes amateurs, c'est de trop faire le truc en surface et de pas avoir envie de deep down dedans, alors que la différence est stratosphérique quand tu commences juste à comprendre. On ne demande pas d'être spécialiste comme vous et d'être des bibles scientifiques et de s'envoyer, tu vois, la bible de la musculation et de la lire 3 fois, tu vois. Moi, j'ai essayé de la lire parce que ça m'intéressait. C'était indigeste, j'ai pas réussi, c'était too much pour moi. Mais juste d'avoir Ça t'a pas empêché d'être musclé, c'est pas ça. Comme quoi. Mais d'avoir juste ce premier level de compréhension, de se dire, je fais de la muscu, je comprends ce qui se passe à l'intérieur, dans mes fibres, comment on crée du muscle, je run. J'essaye de comprendre comment les adaptations physiologiques se passent, quel volume il faut se mettre, quelle progression et progressivité il faut avoir pour réussir. Juste d'avoir le b.a.-ba, parce qu'aujourd'hui, que ce soit avec l'IA, ChatGPT, avec YouTube, c'est une mine d'or. Tu peux te former très rapidement. Et surtout, et avec des mecs super, super bons qui sont hyper pédagogues pour avoir très vite juste des bases qui te permettent de le faire et de le conscientiser, tu vois. Et pour autant, les gens font encore les erreurs, tu vois. C'est ce que, tu vois, il y a même, tu remontes à 2015, 2016, quand moi je faisais du running, 2012, il y avait déjà, ça passait par les livres, beaucoup. Les livres, tu n'avais pas forcément accès, on se les prêtait, il fallait les avoir, c'était compliqué. Et finalement, aujourd'hui, même quand les gens ont accès à tout, je pense à l'endurance fondamentale ou des genres de petites bases, les gens ont beau savoir, tu as beau leur expliquer, je pense qu'il faut aussi passer par le fait de faire l'erreur. Pour après, tu vois, finalement, il y a quand même ce processus de faire l'erreur.
d'expérimenter. Même si t'as beau le dire, et des fois, même je lâche à faire. Je dis, tu sais quoi? Blesse-toi. Je viens de commencer, je vais faire tous les 10 km de ma vie, je fais grave, je fais, vas-y, fais. Maintenant, je dis, vas-y, fais. Et puis, reviens me voir après, tu vois. Non, mais je pense maintenant, je lâche mais l'affaire. c'est bien d'informer la personne une fois, tu la laisses faire, et ensuite, l'apprentissage est plus rapide. T'apprends plus vite des erreurs des autres. C'est ce que tu dis par rapport à l'expertise. En fait, c'est pas qu'on connaît 1000 trucs de plus que des gens pas experts qui sont juste intéressés. La seule différence, c'est que toi, tu connais juste ce qu'il faut connaître. Ouais. Et en fait, tu ne connais pas tout ce qui a été écarté. Et on dit, non, en fait, ça marche pas, ça sert à rien de le connaître. Ouais. C'est la seule différence, en fait. Et je pense qu'il y a un gain de temps, et même au niveau entrepreneurial, à pas passer son temps à essayer de tout faire parce que sinon, tu y passes une vie à chaque fois, en fait. Non, c'est juste d'avoir les bases et puis après d'essayer tant que possible de s'armer d'experts. Il faut avoir les bonnes personnes et avoir les bonnes envers qui avoir confiance. Tu vois, c'est mieux si tu as les bonnes personnes, ils te font gagner du temps. Et puis surtout, moi, c'est ce que je vois beaucoup avec les contenus. Des fois, je parle avec des auditeurs et des auditrices et tu vois, il y a aussi un peu ce côté procrastination cachée. Je m'explique, c'est comme le mec qui veut créer une entreprise, qui va s'écouter tous les podcasts d'entrepreneurs, qui va se voir toutes les vidéos d'entrepreneurs, qui va se lire tous les livres et qui va jamais passer à l'action. Le mec, il sait tout dans le truc, mais il passe pas à l'action. Et t'as un truc où je pense, et moi je le dis, écouter des contenus, écouter un petit peu des podcasts, mais ça doit rester du divertissement. Ça doit rester un truc pour vous emmener courir. Vous allez prendre 2-3 tips, mais vous devez passer un bon moment. Et surtout, écoutez-le en faisant du sport, écoutez-le en étant en mobilité. Parce que si, en fait, vous voulez vous documenter, vous dire, attendez, je veux tout ça, ça prépare Martin, machin. En fait, vous n'allez jamais vous lancer, quoi. Tu vois? T'as pas remarqué ça aussi? Si, bien sûr. Mais dans un autre épisode, on a parlé du fait que les gens qui annonçaient à la nouvelle année vouloir faire plein, je vais faire ci, je vais faire ça, au final ils font beaucoup moins que ceux qui disent rien. Ça joue. Donc il faut te documenter, mais pas trop pour rester. En fait, il faut rester dans l'action, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste l'expérience. Après, c'est le meilleur des apprentissages en soi, hein. Et ça sert à rien de lire des choses j'ai appris, c'est la même chose, hein. Pourquoi j'ai commencé à apprendre, parce que j'étais dans le mur et que j'en ai eu marre, tu vois, de me blesser, de me faire des trucs à la muscu, de plus progresser, de stagner. À un moment donné, tu dis, putain, le temps que je passe et l'énergie que je mets dedans, est-ce que là, il n'y a pas un truc où je peux faire mieux en y passant moins de temps? Et puis au final, maintenant, j'ai les mêmes résultats en termes d'hypertrophie, en termes de conditions physiques, en m'entraînant 3 fois par semaine que quand je faisais du bro split à l'époque et que j'y étais 7 sur 7 comme un débile, tu vois. Justement, pour finir sur l'aspect relation avec les autres, donc là, être entouré des bonnes personnes, etc. Parce qu'on a parlé de l'endurance et tu as dit que tu faisais de la musculation. Je sais pas si tu as prévu de parler beaucoup d'Aerox encore sur la suite. Juste, vas-y. Je voudrais faire un petit retour en arrière sur quelque chose que tu as dit, Hugo. Parce que je l'ai noté et ça m'a fait rebondir. Là, tu parles des sports d'endurance et tout, mais tu as eu ta période foot, tu as eu ta période muscu aussi. Et moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait quand même, tu l'as dit, un côté presque libérateur quand tu es revenu au running il y a quelques années. Et c'est vrai que tu viens d'un monde, donc le foot, on va le mettre de côté, mais tu as fait aussi beaucoup de muscu. Et les sports de force, c'est une dimension très esthétique. Le corps, c'est un marqueur visible de ta performance. C'est dans un monde où le progrès, ça passe par le miroir, ça passe par... voilà. Et il y a aussi ce côté où tu es récompensé, tu as une récompense. C'est-à-dire que finalement, tu as un physique avantageux, entre guillemets, tu vas à la plage, c'est machin, tu as cette dimension-là. Et donc, tu as une part aussi d'extérieur. Quand tu viens dans la course à pied, là, il y a une différence qui est fondamentale. C'est que tu t'entraînes pas pour un physique, tu t'entraînes pour une espèce de fort intérieur. Est-ce que tu as remarqué justement finalement que là, en fait, je suis m'entraîner, mais je cherche pas une gratification finalement ou quelque chose comme ça. Je fais pour moi, quoi. T'as remarqué ça? Ouais, c'est beaucoup plus entre guillemets introspectif et tu vois, tu le fais plus moins pour prouver à l'extérieur et avoir justement ce truc de dire waouh, quelle shape, quel corps, pour être beau sur Instagram, etc. Parce qu'on voit pas un mec qui fait 2,15 d'un mec qui fait 3,15 marqué sur son front. Tu peux pas l'identifier. Mais si, clairement. Sauf que, et encore, parce que maintenant, il y a quand même ce truc qui est un peu biaisé avec Strava, où en fait, tu viens quand même show-off et montrer tes perfs, etc. Avec l'avènement des... Et c'est très bien, hein, mais l'avènement des run club, des trucs où tu sais, t'as un peu ce truc de... tout le monde se renifle un peu et essaye de regarder qu'est-ce qu'ils valent sur la course à pied. Donc, il y a un peu ce prisme-là qui arrive. Mais de base, en effet, la course à pied, tu le fais davantage pour toi, plus que pour les autres et que pour show off et pour montrer aux autres. Ça a été libérateur en fait, c'est quand tu disais, c'est ça, c'est ce côté j'ai mon truc à moi, quoi. Ouais, à l'époque pendant ma période d'athlète, et là quand je me suis remis, c'était plus libérateur dans le sens où tu sais, la libération, c'est très en termes d'hormones, etc., la libération d'endorphines, quand tu cours,
tu vois, d'aller chercher ce pic-là où t'as l'impression d'être presque défoncé tellement t'es bien et de voler, de courir sur des nuages. Franchement, c'est la meilleure sensation. Si c'est t'es tapé une séance de exceptionnel. piste, t'en as bavé, tu rentres. Même le goût de la satisfaction, le goût du travail accompli. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, j'ai fait le job, quoi. Et là, tu t'assois sur ton canapé. Exceptionnel. Tu vois. Et je trouve que, tu sais, c'est Alain Mimoun qui disait ça. Alain Mimoun, c'est renseigne-toi, c'est un mec incroyable. Ouais, je vois très bien. Et tu vois, il a couru jusqu'à la fin de sa vie, hein, vraiment. Et lui, il disait, je m'entraîne pour mériter mon repas. Tu vois, c'est ce côté vraiment. En fait, tout a une meilleure saveur parce qu'en fait, tu vois, t'as fait le job, quoi. C'est ça, t'as fait le job. Je sais pas si tu as cette sensation-là, mais en effet, quand tu parlais du moment présent, après une séance, quand tu fais rien, bah, tu fais jamais mieux rien qu'après avoir fait quelque chose. Ah bah oui, non mais 100%. Et tu culpabilises pas, en fait. Et je l'ai pas avec la muscu, tu vois. Je l'ai un peu avec des séances d'Aerox où tu vois, où tu viens faire des ergos, etc. Et tu viens faire monter le BPM et tu te mets un peu dans le dur. Mais quand tu fais du renfort musculaire et que tu t'as pas ce truc où tu rentres et tu dis, waouh, tu vois. C'est un peu la même différence foot demi-fond que course à pied. Tu dirais que pareil. Ça Ouais, c'est pareil. Après un match de foot, et encore si c'est un 90 minutes, un gros match à intensité où vraiment tu t'es donné, tu peux être rincé et aller. Si t'as couru 15 bornes pendant ton match, t'as un peu la même. Mais sinon. Un entraînement de foot, c'est rare que si t'as fait un peu de séance tactique et technique, tu finisses la séance et t'es ce truc où, tu sais, où t'es rincé et tu sens justement que bah, tu planes, tu vois. Et ça, pour moi, vraiment, c'est une drogue, tu vois. Et c'est pour ça que quand vous dites je me mets trop de volume, c'est que en fait, là, j'ai retouché à ce truc-là. Et en fait, je recommence à avoir envie d'en faire trop parce que. La sensation d'après, tu vois, ce matin j'ai couru 15 bornes, c'était pas du tout prévu, mais toute ma journée j'ai eu des rendez-vous, des trucs, j'étais bien. Alors, on va revenir justement, Tristan a un petit peu fouiné sur ton compte Instagram, on va te faire un petit Strava. Sur ton compte Strava, pardon, et on va te faire justement un petit débrief. Avant ça, j'aimerais quand même qu'on parle de l'Aerox. C'est vrai qu'on a eu peu l'occasion d'en parler dans le podcast d'un coureur. Alors, on était en échange avec les organisateurs et peut-être qu'on ira suivre des courses. Voilà, si on a le temps de pouvoir le faire, on le fera. Mais peut-être, Tristan, si tu peux nous parler. J'aimerais bien, parce que c'est une discipline qui est de plus en plus populaire. C'est une discipline justement très hybride où il y a la force et la course à pied et la vitesse. Voilà, si tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce que c'est et on peut peut-être ouvrir un... Alors, Aerox, c'est mélange de mouvements du ski erg, du rameur, des mouvements de force, etc. avec de la course à pied. Aerox, HY, ROX pour ceux qui veulent en avoir plus de détails et qui ne connaîtraient pas. Justement, comment est-ce que toi, tu as connu ce format ? Comment est-ce que tu as eu envie d'en faire un ? Je te dis très tôt, parce qu'en fait, à Dubaï, il y en avait un qui était à Dubaï à l'époque, et c'est très UK de base. Tu sais, c'est né en Allemagne, mais c'est Allemagne, mais c'est très, très anglo-saxon. Les UK se l'ont très vite approprié. C'est eux qui ont le plus de... Je sais plus ce que c'est, mais je crois que celui de Londres, mais c'est hallucinant le nombre de personnes qui sont qui sont inscrits. Qui sont inscrits et qui peuvent pas avoir de ticket. Ce quand je vois déjà à Paris, enfin bref. C'est déjà énorme, mais au UK, ils peuvent le faire sur 3 semaines, ça serait blindé pendant 3 semaines. Vraiment, c'est stratosphérique. Et comme il y a beaucoup de UK à Dubaï, en fait, c'est arrivé avec une sorte d'émulation en mode j'entendais parler Aerox. J'ai dit, vas-y, ça m'intéresse. Il y avait un mec. Cocher toutes les cases. Et en plus, cocher les cases. Ouais. Pas vraiment parce que si, exactement, parce que je continuais à faire de la muscu de manière intensive et je sortais d'une prépa Alpha Ironman. Donc en fait, je me suis dit, let's go, tu vois. Donc, et en fait, j'ai trouvé ça très cool. Moi, je l'adore en binôme. Ça me fait pas du tout envie ni rêver d'aller le faire en solo. Tu vois, j'ai pas de le délire individuel d'aller me faire un marathon, des Iron, etc. Du tri, j'aime beaucoup, mais aller me faire un Aerox solo pro, j'arrive pas. Et je regarde des mecs en faire, etc. Ça m'a jamais attiré. J'adore le délire par contre de le partager avec ton pote, tu vois, et de te tirer la bourre. Et d'avoir ce truc où très intense déjà, parce que du coup tu mets beaucoup plus d'intensité et t'es beaucoup moins en train de gérer ton pace dans la mesure où il prend le relais dès que t'es cramé. Mais d'avoir ce truc où tous les deux, tu sais, tu te pousses, t'es l'un pour l'autre, tu te lâches pas, tu te gueules dessus pendant le truc, tu le finis, tu te prends dans les bras. Ils ont réussi à recréer un peu un côté sport-co. Ouais, ça je le trouve d'endurance, très cool, moi. Comment tu l'expliques ? Parce que justement, course à pied, triathlon, il y a pas vraiment plus individualiste comme sport. Ouais. Comment t'expliques que t'as besoin de trouver un envie de partage par l'Aerox ? Justement parce que je l'avais un peu perdu, tu vois. Et ce côté foot où malgré tout, tu sais, un vestiaire, ça reste un vestiaire. Tu partages des
des souvenirs qui sont impérissables dans le vestiaire. T'as des trucs, des liens qui se créent avec d'autres joueurs, avec des coachs qui te marquent pour une vie, tu vois. Où t'as ce truc très fusionnel et où t'es une équipe qui va, entre guillemets, un peu à la guerre. Et en fait, c'est ce truc-là, en fait, de le retrouver sans se dire, je dois reprendre une licence dans un club de foot ou aller faire un sport où on est 15 à jouer, tu vois. Mais de se dire juste à deux comme ça, on se met la bourre, on peut s'entraîner tous les deux de notre côté et se rejoindre pour l'événement et le faire en même temps. Je trouve ça très cool. Tu retrouves, tu vois, moi je suis quelqu'un de très sociable, donc en fait, je suis pas. Je sais qu'il y a des mecs qui adorent être, qui sont très, tu sais, qui adorent la solitude et qui adorent être seul dans le processus d'entraînement. Moi, dès que je peux m'entraîner en groupe et dès que je peux aller avec des gens, j'y vais, tu vois. J'essaie de me greffer tout le temps à des potes, tu vois. Hier, je suis allé courir sur entre midi et 2 avec un mec pote que je connais. J'essaie tout le temps parce que je trouve ça trop cool. Tu dirais que tu as plus de souvenirs liés à l'Aerox du fait de l'avoir partagé que par exemple de tes préparations triathlon que tu as vécu tout seul? Ah, peut-être pas tant, quand même. pas tant. Ah, peut-être ça. Le tri, quand même, ça te marque au fer rouge. Alors, je t'avais dit, on a une petite surprise pour toi. Ouais. Tu partages sur Strava. Ouais. Tu partages tout d'ailleurs sur... Non, je Ouais. partage que mes runs. Ouais, donc tout ce qui est running, tu partages. Ouais. Là, pour donner un peu de contexte, t'es en prépa semi. Ouais. Voilà. J'ai Bourges-to-Bourges début février. Voilà. Tristan, je crois que t'as un petit peu analysé. En plus, je m'entraîne avec Campus Coach sur la partie. Alors, c'est vrai C'est ma première. C'est marrant. Ces séances. Tu t'es claqué, t'es... C'est ce que je disais à Guillaume tout à l'heure. Je lui disais, c'est marrant parce que les séances, elles me disent quelque chose. Ouais. Donc, Bon, tant mieux. Tu mets le détail, donc en fait, je mets seuil 60, etc. Exact. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette nomenclature. Voilà. J'espère que t'as utilisé le code DLTDC, d'ailleurs. Même pas. Ah, c'est dommage. Voilà. C'est de l'argent en moins Bon. pour Guillaume. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est pas pour moi. Et plus pour moi. Voilà, voilà. Du coup, t'es un peu jugé parti là. Ça me bloque. Moi, j'avais pas prévu Non. que j'étais pas au courant. Hein, Non, qu'il pas tant, avait- tu verras. Mais T'inquiète. pas tant. Mais on va voir s'il prend des petites libertés. Ok. Voilà, peut-être qu'il prend des petites libertés. C'est le T'as conseil fait de classe. 3 observations, Tristan. Voilà. on Ouais, va quelques dire, petites observations. Bon, déjà, je vois que t'as une prépa qui ressemblait à une fin de préparation semi là, récemment. Pourtant, Ouais. je t'ai pas vu courir de semi. Non, parce que je l'ai annulé dernière minute et je devais Ok. le faire. C'est marrant, mais tu vois tout ça, quoi. Ouais, mon échéance, elle était quand t'as dû voir la fin, là où j'étais sur mes cycles, mes derniers cycles. J'ai vu qu'il y avait un 28 km, mais Ouais. rien à voir avec la course, quoi. Non, ça c'est un run que je me suis mis la semaine d'après. Et en fait, je devais le faire, c'était à DFC et j'ai eu, je sais plus, c'est une semaine avant, j'ai un mec qui l'avait fait. J'ai eu plusieurs mecs que j'ai vus qui m'ont dit, il est affreux, détestable, il fait trop chaud et c'est 7 boucles où tu tournes en rond comme un hamster. Et j'ai dit en fait d'aller faire mon premier là-dessus, ça me. Donc j'ai La fini flemme. par ouais. Donc en fait, je me suis dit la flemme et je me suis inscrit direct après au Bourges-to-Bourges, qui est beaucoup plus roulant et tu parles du Bourges Khalifa pour aller au Bourges Al Arab. Sympa. Qui est une grosse course et je me suis dit bon je vais faire mon premier semi là et ça me pousse à février, mais du coup je me suis mis une prépa semi sans faire le semi. C'était très frustrant parce que du coup j'ai aucun indicateur et que j'ai jamais fait de course finalement, donc en fait je sais même pas trop ce que je vaux. T'en retires rien de cette prépa parce que on a donné ton objectif sur marathon au cours de l'épisode Non, Pas encore. Ouais. Bon, en gros, t'as un objectif sur marathon. Ouais. On en Et, parlera tout à l'heure. On va pas vous spoiler. Et le fait de courir ce semi aurait pu être un Bah indice. Est-ce que tu arrives, toi, en tant qu'athlète, de te servir de cette prépa pour te dire, OK, j'ai pas couru mon semi, Ouais. mais grâce à cette prépa, Ouais. ça me donne des informations pour Ah oui, marathon. 100% parce que j'ai fait des séances au seuil où je voyais à peu près ce que j'avais, tu vois, sous la godasse. Donc j'étais capable de tenir du 4-15 pendant 20 minutes, tu vois, de refaire 2-3 minutes de récup et de repartir sur 20 minutes. Donc ça m'a un peu rassuré. En fait, je sais pas si par rapport à mon objectif marathon, en même temps de le faire, je me suis rendu compte que le courir sur 42 bornes, j'ai l'impression d'être incapable, mais vraiment incapable de le faire. Parce que tu finis le bloc de 20 minutes, t'es quand même content qu'ils arrêtent, tu vois. Mais j'entends plein de gens qui disent qu'en fait, le jour de la course, ça a absolument rien à voir. Non, que ça n'a t'arrives rien à voir, prêt, heureusement. que t'as l'adrénaline, que t'es poussé par le public et il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Ouais. Mais ça a permis de mesurer à peu près mon niveau et je ne savais pas du tout où me placer, tu vois. J'ai recommencé en août cet été à recourir, tu vois, à faire des runs comme ça. Au départ, c'était compliqué, c'était difficile. Tu vois, je faisais des footings à 5,30 sans être à l'aise. Et puis maintenant, ça va de mieux en mieux et je vois que je commence à, tu vois, à avoir à débloquer un peu des levels, tu vois. Alors, je sais pas où ça va m'amener parce que c'est toujours pareil. C'est un peu ma question, c'est de me dire, j'avais un très bon niveau étant jeune. Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Où est ma limite ?
Combien de temps je peux mettre en continuant à progresser, enfin tu vois, est-ce que ces 12-13 ans à avoir plus rien fait ont vraiment été handicapantes, ou est-ce que ce que j'ai forgé de mes 11 à 17 ans, c'était le plus important, et tu vois, ça je pense que tu as plus de réponses que moi, mais c'est encore mon gros point d'interrogation où je sais pas où, et je pense que c'est ça qui est cool aussi, c'est cet inconnu qui fait que je sais pas jusqu'où ça peut m'amener, tu vois. Jusqu'où ça peut m'amener, ça je sais pas. Est-ce que déjà tu veux savoir pour à l'échéance avril-mars Ouais. Tu veux savoir? Ouais. Ok, alors ça dépend de ta fréquence cardiaque maximale, je l'estime entre 190 et 195. Ouais, c'est ça, j'arrive à monter à 180, ouais, c'est ça, 196, 197, j'ai fait Ok, en max. bon bah ça va aller alors. Ouais. Ça va aller, ça va aller. Il y a moyen. Oui. T'as parlé donc justement du fait d'avoir eu un gros niveau dans le passé. Ouais. Ça, c'est quand même le cas de beaucoup d'anciens sportifs qui ont fait sport-études, etc., qui ont arrêté souvent à cause d'une vie professionnelle et familiale pendant très très longtemps et qui reprennent et qui ont encore les anciens standards d'avant. C'était pas trop dur pour toi de reprendre. J'ai pas réussi à trouver dans ton Strava, mais j'imagine que d'un point de... il y a dû avoir une frustration. Bah ouais, parce que je voulais tout de suite partir fort en me disant. En plus, tu sais, j'ai une foulée qui est très aérienne parce que comme j'étais un coureur de demi-fond. J'ai du pied. J'ai du pied. Et donc, je suis très sur la pointe. Tu sais, je suis très aérien dans ma manière de courir. Et du coup, j'ai vite envie de mettre de la vélocité, de mettre du rythme. Tu sais, c'est pour ça que l'aéroc, ça me va bien. Quand il y a des 1 km, je suis dans ma zone de génie. Le 1000 mètres, moi, c'est magnifique pour moi. J'adore ça. Et du coup, j'ai tendance à vouloir le faire. Il va faire un marathon. Ouais. Tu passes du 10 Ce kills. qui est bien, c'est que grâce à l'interview, on comprend déjà un peu mieux pourquoi. Et du coup, de faire des footings un peu plus longs, c'est plus compliqué forcément de garder cette vélocité. Tu as envie d'aller vite. Et c'est juste le point un peu frustrant au départ quand j'ai repris, quoi. D'avoir envie de garder ce truc, d'être super à l'aise et de te rendre compte que là, tu as des facteurs limitants, c'est que tu n'es pas capable de courir pendant 1h30 avec, à ce rythme-là, tu vois. Une autre observation que j'ai eue sur ton Strava, qui est liée justement à tes footings, j'ai cru voir que tu t'entraînais à peu près 3 fois par semaine de façon très régulière. Parfois, il peut y en avoir un 4e pour une raison qui est personnelle. Ouais. Ce que j'observe, c'est que tendanciellement, les runs sont plutôt longs, voire même très longs, enfin plus longs que ce que je pourrais mettre. Tu as commencé à expliquer pourquoi précédemment est-ce qu'ils étaient si longs. Je veux bien juste que tu te réexprimes sur ce sujet-là, parce que là, c'est la différence entre ce qui est optimal et ce qui est optimal pour l'individu, parce que ça t'apporte quelque chose de particulier. Ouais. C'est juste que j'ai toujours j'aime bien finir la séance en me disant je suis content de l'avoir fini et elle est in the bank, tu sais, j'aime bien ce truc in the bank. Et souvent c'est très frustrant, mais un 10 maintenant, à force de mettre du volume, j'ai l'impression de m'être juste échauffé, tu vois. Et en fait j'ai toujours envie de pousser, de me dire allez, je rajoute 2-3 bornes, tu vois. Et ce qui est pas forcément bien parce que je sais que tu peux aller chercher de la blessure et tout, mais heureusement je pense avoir les adaptations physiologiques qui font que de par mon volume d'entraînement où je me suis jamais arrêté, j'ai jamais été sédentaire, j'ai toujours été un sportif quand même très complet, à m'entraîner 7 sur 7, et même quand je faisais de la muscu, j'ai continué à faire un peu de travail de pied, à faire un peu de choses. Et j'ai cette capacité, sans trop me brûler les ailes, à pouvoir aller mettre un tout petit peu plus de volume. Donc quand j'en ressens le besoin physiologique et que j'ai envie, juste d'un point de vue un peu mental, tu vois, d'aller, allez, je me remets 2 bornes parce que je suis bien, tu sais. Je suis bien dans le moment et j'ai la frustration de me dire, oh non, pas déjà, tu vois. Je me dis, allez, je pousse un peu. Qu'est-ce qui fait, à titre personnel, que tu préfères prioriser ça plutôt que d'aller t'entraîner une fois de plus? Est-ce que c'est l'agenda là qui fait ou Ouais, c'est plus une question un nombre de créneaux. Ouais. Tu veux dire doubler la séance dans la journée? Pas forcéément, juste rajouter un créneau en plus au lieu de compenser, tu t'entraînes une fois de plus. Le problème, c'est que j'ai quand même 4 séances de muscu semaine aussi, tu vois, en parallèle de mes 3-4 courses à pied, donc ça commence à faire un peu beaucoup, tu vois. Et d'en rajouter une, j'essaie quand même. Quand même une sacrée charge de. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, ça me choque pas que tu fasses ça, dans le sens où, est-ce que moi je le recommanderais? Non. Mais dans ton cas précis, avec ce que ça t'apporte, tout à l'heure, tu as parlé d'endorphine, de la façon dont tu rentrais chez toi. On voit que, en fait, ce qui est optimal sur le papier n'est pas forcément optimal dans la vraie vie. Après, potentiellement, elle ne sert à rien d'un point de vue performance, mais par contre, en effet, d'un point de vue mental, satisfaction personnelle, moi, elles me servent, tu vois. Et j'essaye toujours En fait, c'est très marrant parce que je suis très data-driven maintenant et j'aime bien être assez méthodique dans ma manière d'être, même dans ma muscu, tu vois. Mes séances, elles sont... j'ai des coachs, tu vois. J'ai Nevin et Jérémy qui sont des mecs de pro-coach qui m'accompagnent. On fait un call par semaine. On débrief ma nutrition, mes trainings, mes douleurs. On le réadapte, etc. Et Campus sur la partie course à pied.
Mais malgré tout, j'ai quand même ce truc, même dans la muscu, où j'ai des petites intuitions. J'aime bien aller c'est pas l'intuition, mais aux sensations. Si j'ai envie de me caler des dips en plus de ma séance alors que c'était pas prévu, parce que j'ai une folle envie de faire des dips, je vais aller m'envoyer quelques dips, tu vois. Justement, le fait d'avoir dans ton parcours passé beaucoup de temps à ne pas t'écouter, dans le sens où juste aller à fond, aller au rupteur, etc. De manière plus globale, dans le sport, mais aussi peut-être dans d'autres aspects de ta vie, quelle place tu donnes, alors non plus au fait d'aller à fond, mais à t'écouter, à écouter tes sensations, tes instincts. Ouais. Est-ce que tu donnes plus de place à ça aujourd'hui ? Ouais, largement, tu vois. Parce qu'avant, j'étais beaucoup plus bourrin, où je me disais, j'ai une petite douleur, je la mets de côté. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus alerte sur chaque petite douleur et je vais surtout en parler et essayer de le dénouer. Tu vois, par exemple, là, j'ai un début de tennis elbow qui traîne depuis un petit moment. Au lieu de me dire, vas-y, ça va passer, ça me saoule, je fais quand même du bench, je fais quand même, tu vois, je viens quand même faire des mouvements où ça vient tirer dessus, alors que c'est une inflammation. Tout de suite, prémisse du problème, j'ai dit à mes coachs, là j'ai début de tennis elbow, est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions pour éviter de l'aggraver, tu vois. Et je viens tout de suite le réparer. Quand avant, je me serais dit, j'attends de vraiment plus pouvoir du tout faire de tirage et être complètement bloqué, avoir tu vois, le bras en écharpe pour me dire j'arrête, tu vois. Donc en fait, c'est la maturité. Et sur le run, c'est la même chose. Dès que maintenant j'ai un peu les ischios qui tirent, le truc. C'est ce que j'allais dire, j'ai cru voir une petite pointe aux ischios là il y a quelques semaines. Ouais, je l'ai souvent. Et avant, je me disais, allez, c'est pas grave, j'y vais jusqu'à vraiment me faire une contracture. Maintenant, je me dis, bon, j'ai pas été jusqu'au bout de ma semaine d'entraînement, c'est frustrant, mais vas-y, j'ai envie de pouvoir courir la semaine prochaine, donc je switch quelques séances et j'essaye d'adapter. Pareil, maintenant, j'utilise GoWood où je fais de la mobilité. Ouais, super rapide. Tu vois, j'essaie d'être plus intelligent qu'avant dans ma manière. Je traque mes calories et j'essaie d'avoir le bon apport en glucides, en protéines, en lipides par rapport à mon besoin énergétique. J'essaye de me peser, j'essaye de tout mettre en place. C'est un perfectionniste. Hein. Pour l'aspect peut-être. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es plus proactif que tu n'es réactif ? Absolument. Je suis plus proactif que je suis réactif. Ok. Dans le sport, et est-ce que dans les autres domaines, tu arrives à aligner aussi Ouais. Bah, là aussi, pareil, après 6 ans d'entrepreneuriat, à force de prendre des murs et de. Tu vois, et perdre de l'argent sur des conneries, etc., bah, tu finis par te dire, tiens, là, on aurait pu peut-être s'empêcher de perdre 20 000 balles sur un problème logistique, tu vois. Donc, tu finis par être plus proactif, quoi, et à te dire, OK, il y a ça qui arrive, on anticipe tout pour éviter d'aller... Bah, c'est la clé, hein, de toute façon. Bah ouais. C'est la clé, il n'y a rien de pire que tu vois, d'avancer la petite semaine, quoi. Je sais pas si tu avais d'autres... on va parler de marathon. Ouais, vas-y, c'est parti. Hugo, on va voir ce dossier. Je lui ai juste dit que, de mon point de vue, son objectif marathon, c'était dans la boîte. Mais, putain, tu me rassures. Je pourrais expliquer pourquoi. Voilà, Hugo, maintenant, voilà, tu vas... on se connaît mieux maintenant. On a posé quand même... on va parler du vrai sujet maintenant. Ça va ouvrir le vrai dos. Le marathon de Paris 2026. Ouais. Dans quelques mois, tu seras au départ du Schneider Electric Marathon de Paris. Ouais. Tu vas tenter un gros coup. Ouais. On va tenter le braquage même. On va aller chercher les moins de 3 heures. Ouais. C'est symbolique. C'est quand même, je ne sais plus les pourcentages. Nos amis de chez TRC, ils avaient sorti des statistiques, mais c'est quand même, voilà, c'est pas élevé. C'est pas élevé, hein. Voilà, c'est pas élevé. Puis il y a une dimension symbolique assez forte. Avant de parler de tes ambitions, avant de parler de ton plan, déjà le marathon, ça représente quoi pour toi ? Est-ce qu'il y a une saveur particulière à cette distance ? Ouais, c'est l'épreuve reine, quoi. Il y a rien de plus iconique pour moi que le marathon, quoi. Enfin, on connaît. Je vais pas refaire l'histoire, hein, gréco-romaine, mais ouais, le marathon, ça reste. Et puis moi, c'est pareil. Je suis bercé depuis tout petit par l'athlétisme et du coup, pour te dire, je préfère regarder une finale de championnat du monde ou les JO d'athlé qu'une finale de Champions League ou de foot. L'athlé, vraiment, c'est mon truc. Je regarde les Diamonds League, je regarde tout. Et j'adore regarder aussi les marathons. Donc les marathons, j'ai toujours regardé. Les marathons des JO, les Kipchoge sur toutes ses perfs, etc. Je regarde tout et je suis capable de regarder un marathon du début à la fin à la télé. Tu vois ? Sans décrocher de la télé et en regardant tout. Parce que ça me passionne, parce que j'arrive à comprendre un peu ce que les mecs sont en train d'endurer. Et au départ, je vais pas dire que je le boudais, mais je me disais c'est pas fait pour moi parce que je suis plus un coureur de demi-fond. Je suis un mec qui est plus à l'aise, en effet, je pense, et plus explosif pour aller faire du 10. Je pense que ça serait plus intelligent d'aller faire du 10. Sauf que pareil, c'est un peu la course à l'ego, la course à tous tes potes qui le font, machin, et de me dire bon,
En fait, j'arrive à 36 ans là. Est-ce que j'ai pas envie d'aller essayer de me tenter de faire un marathon? Et puis je vois tellement de hype autour de ça, on va pas se mentir aussi, avec tu vois, des mecs comme Dorian Louvet qui font 7 majors. Enfin, tu sais, je suis des mecs sur les vlogs, des machins, des Alexis, tu sais, qui est sur le triathlon et qui passe sur du marathon. Et voir tous ces mecs se mettre des prépas, être full dédié, super focus dedans et essayer d'aller chercher un chrono, je me suis dit, allez, j'ai la chance, si tu veux, avec mes réseaux, etc., de pouvoir avoir des dossards un peu plus facilement que les autres pour des jolies courses. Et je me suis dit, allez, mettons-nous le petit défi, le petit challenge. Parce que d'aller faire un 10 bornes, et pourtant c'est con, hein, parce que... Ouais, mais un chrono sur 10, c'est ça. C'est stylé quand même. C'est ce que je disais la dernière fois sur les réseaux. Pour moi, c'est plus compliqué largement d'aller taper un chrono sur 10, un vrai chrono sur 10, que juste préparer un marathon sans chrono. Moins de 3 heures, ouais, sans chrono, ouais. Bah, de toute façon, le 10, c'est hyper violent. Et du coup, au lieu de me dire, je fais un premier marathon, forcément, j'ai voulu me dire. De toute façon, s'il n'y a pas de challenge, ça va pas te brancher. On va pas se mentir, tu vois. Je me suis dit, allez, est-ce que essayer d'aller taper un sub 3 sur le premier, ça peut pas être. Tristan a dit que c'était possible. Hein. Quelque chose de. Là, tu vas vivre en fait comment on pourrait dire la progression que beaucoup essayent de faire, c'est en gros l'allure que tu as essayé de viser pour le semi là, c'est qui était aux alentours de 4,20. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'allure que tu vas avoir besoin de tenir pour partir sur le marathon. Donc, tu as 4 mois et quelques à date où on enregistre ce podcast pour transformer ton allure semi-marathon en marathon. Alors, ce qui est sûr, c'est que je peux te dire qu'au vu de tes séances test, tu aurais tenu ton semi-marathon à cette allure-là. Ça, j'en suis sûr. Donc, est-ce que tu vas réussir à faire la transformation, ça dépendra toujours, mais faut pas que tu te blesses. Mais de mon point de vue, il faut déjà que la prépa se passe bien, que tu arrives à être assidu. Et justement, si c'est le challenge, ça va être quoi pour toi, prospectivement là, la plus grosse contrainte ou le plus gros challenge que tu vas devoir soulever, le truc qui te fait un peu plus peur, où tu dis ça, faut que je fasse gaffe? Je crois que c'est la nutrition. Ok. Ouais. C'est bien qu'on ait conscience que c'est vraiment le truc que négligent le plus les gens. Et le ravitaillement, tu dis nutrition et ravitaillement? Ouais, les deux. Parce que ça, c'est une erreur que font encore beaucoup de débutants. Hein. Moi, je sous-estime le rapport de glucides. 100%. Et moi, je suis le premier. Sur mes Alpha Iron que j'ai fait, ça me saoule je digère mal les gels, ça me saoule de les prendre. Les premiers, je les ai fait sans tout optimiser. Donc, en fait, j'avais même pas envie de compter, de me dire, hop, à tel moment, je prends un gel, plus un truc. Tu sais, ça rend le truc un peu moins kiffant, forcément. Ouais, et puis il faut les trimballer, il faut la logistique, faut penser à les avoir. Faut surtout faut les balader. En amont, les tester, voir lesquels tu digères bien, réussir à en prendre à chaque fois à l'entraînement pour t'habituer à ça. Et ça, c'est le truc un peu plus relou. Tu vois, là, quand je fais des sorties un peu longues, même quand j'ai fait 28, là, je prends aucun gel. Je suis à jeun, j'ai même pas bu d'eau. Enfin, tu vois, je suis un peu en mode dromadaire. Et du coup... ça marche sur semi, ça passe encore. Mais sur marathon, ça passera pas. Ça passera jamais. Donc, en fait, ça, c'est un peu le truc qui me fait peur, où je sais que je suis obligé de me mettre une petite pile pour essayer de bien l'appréhender, le comprendre et faire en sorte que ça soit pas un facteur limitant, quoi. Et à contrario, et musculairement aussi. Parce que musculairement, je sens quand même que quand je commence à passer, tu vois, les 25, etc., ça commence à taper vraiment dans les cannes. Et je me dis, continuer sur ce rythme, mais aller jusqu'à 42, c'est pour ça que je te dis pour l'instant, cet objectif-là, ça me rassure que tu me dises que je suis capable de le faire. Mais pour moi, là, tu me demandes de signer, je te dis non. Alors, si tu serais prêt tout de suite, il n'y aurait pas d'intérêt à non, mais je dis pas maintenant, mais je dis même là, à l'instant T, de me dire que j'ai confiance sur le fait de pouvoir le faire en avril, je l'ai pas. Mais c'est bien déjà parce que souvent les gens qui font de la muscu, comme ils font de la muscu, ils pensent qu'en fait ils sont armés musculairement pour la course à pied, mais en fait non, parce que c'est pas la même manière de susciter le groupe musculaire, c'est pas les mêmes et c'est un truc qui est marrant, c'est que voilà, c'est que souvent il y a beaucoup, et c'est très cool, il y a beaucoup de gens de la muscu qui sont venus au running et beaucoup de gens du running qui sont venus à la muscu, et c'est toujours assez drôle de voir que finalement des mecs qui sont très musclés disent que finalement ce qui leur a plus fait défaut, c'était la musculation, quoi. Ça qui est drôle, parce que c'est pas du tout le même usage, parce qu'un muscle, en fait il y a une spécificité, quoi, à la pratique. Ouais. Mais malgré tout, j'imagine, enfin vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, mais il y a un vrai avantage concurrentiel à faire de la muscu et faire de la force VS. Je trouve. Si tu arrives à créer les bonnes adaptations, c'est sûr, ça c'est net et précis. Et au contraire, ta grande force sur ce marathon, tu penses que ça va être quoi? Sur le marathon, la prépa. Sur la prépa, le marathon, ouais, je dis... Ma force... là où tu as le plus confiance quand même, ce qui te rassure le plus. C'est de kiffer. C'est de prendre du plaisir, c'est de pas y aller en mode j'ai pas envie de le faire. C'est que là j'ai envie de m'entraîner plus que pas assez.
Donc en fait, tu vois, là j'ai envie d'aller courir tout le temps. Et ça commence à prendre presque trop le pli sur mes séances muscu où j'ai moins de plaisir du coup, tu vois. Ah mais ça va être obsédant. Hein. Bah, Moi je te dis, un marathon, quand tu prépares un marathon, tu vas penser Qu'à ça. mais qu'à ça, hein, Et t'as envie de border sincèrement. tout le temps. Tu vas le matin, tu vas te réveiller, tu vas manger, tu vas dormir. C'est surtout en fin de prépa, c'est un truc hyper. C'est ce qui rend aussi le truc beau, tu vois. Ouais. C'est ce qui rend vraiment. Parce que souvent il y a ce truc, tu sais, avec l'ultra et tout. Parce qu'aujourd'hui t'as des ultras, t'as des trails, tu montes à 80. Mais je trouve vraiment que le 42 km 195. Parce qu'en fait, l'endurance c'est quoi? Parce qu'on tout le monde dit ouais, l'endurance c'est courir longtemps. Non, l'endurance c'est courir le plus vite possible, le plus longtemps possible. Ouais. Et je trouve que le 42 km 195, c'est vraiment la distance pour moi parfaite où tu vas vraiment être dans la vitesse, suffisamment assez de vitesse et suffisamment assez d'endurance. Et en fait, c'est vraiment le chiffre parfait. Tu vois, ce serait 50, ça serait pas aussi... tu pourrais pas autant développer de vitesse. Tu vois, pour moi, vraiment, le 42 km, c'est vraiment voilà, c'est une distance mythique. Franchement, c'est ce que je veux dire aux gens. C'est ça reste aujourd'hui, ne pensez pas que... Voilà, parce qu'il y a plein d'autres courses. Ouais. Le marathon, en fait, c'est vraiment aller vite sur une distance très longue. Ça. Si, et puis il y a le mur du 30 dont tout le monde parle qui me fait aussi... Ah, mais si tu fais bien tes ravitaillements. Ouais. C'était bien, Ah, t'as ça, c'est le plan coup de qu'en plus. pression. En plus, on a la fonctionnalité Gut Training qui est sortie. Alors, c'est fou, hein. Mais en tout cas, on voit que ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de te renseigner en amont, d'avoir toute cette démarche, bah, tu l'as déjà. Parce que même un truc où au final, la prépa marathon, tu viens de la commencer là, bah, tu es déjà au courant de ce qui va te bloquer, tu es déjà au courant. Donc, tu vas nous tenir au courant de comment est-ce que tu auras lutté contre ça. cette non-envie de t'alimenter. Ça va être une de tes nouvelles batailles. Ouais. Mais en tout cas, ça va dans le même sens. Tu es au courant qu'il faut le faire. Ouais. Bah parce que je me renseigne et parce que ça m'intéresse, tu vois, et ça me passionne. Donc en fait, je regarde des choses, je regarde des vlogs, je lis des articles, tu vois, et j'essaie de comprendre un peu les ficelles du truc. Et c'est ce qui est cool et qui est obsédant aussi avec quand tu te lances des nouveaux challenges, tu vois, c'est de se dire, vas-y, comme sur un Iron, tu vois, où le meilleur exemple, c'est le vélo, où tu finis par être complètement givré à faire des trucs pour aller gagner des... Hugo a un très beau vélo, une très belle position aéro. Là, j'ai vu que sur le vélo, tu tenais bien. Hein. Franchement, je me suis fait la remarque. Je me suis dit, ouais. Mais tu vas gagner des gains qui sont marginaux, mais en fait, t'es tellement obsédé par le truc que tu te dis, allez, il me faut le kit en carbone sur les prolongateurs, il me faut, tu vois. Sauf qu'à notre niveau, enfin au mien en tout cas, c'est archi marginal. Ouais, mais ça rassure, ça voilà, motive, tu vois. Après, quelque part, est-ce que c'est pas juste l'envie de bien faire aussi qui... Si, aussi, tu vois. C'est important en vrai pour tous les domaines de ta vie. Bah, et puis malgré tout, en fait, c'est des trucs qui demandent tellement de pas d'intention, mais de temps, de bande passante, d'énergie, que tu te dis, t'as pas envie de bâcler, quoi, tu vois. Et quand tu t'entraînes 15 heures par semaine, tu vois, t'as pas envie de le faire à moitié. Donc, je pense que c'est une raison. Avant de se quitter, Hugo, j'ai envie de parler d'un sujet. Alors, c'est un sujet qui me concerne, et puis voilà. Je me recule dans ma chaise là. Reste pas loin, ça. J'espère que ça va peut-être te concerner un jour. Non, mais j'ai envie de parler de parentalité parce que on oppose souvent, et moi-même en tant que coureur, voilà, il y a toujours cette peur quand on a un enfant, quand tu vois, quand t'as ton entreprise, et puis on vit tellement pleinement à fond les choses en ce moment pour nous-mêmes que c'est vrai que avoir un enfant, des fois, ça peut être déstabilisant. Toi, comment est-ce que justement ton rôle de père, ça va impacter ton rapport, je sais pas, à la peur, ton rapport à l'entrepreneuriat, ton rapport au sport? Est-ce que tu as noté une différence à partir du moment où tu es devenu papa? Est-ce que tu t'es posé la question finalement, est-ce que je vais pouvoir continuer? Enfin, voilà, juste ouvrir un peu ce sujet. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a une frustration qui est énorme chez ceux qui sont les papas, mamans qui ont des nouveau-nés, c'est de ne pas réussir à tout combiner, tu vois, et d'avoir l'impression que les gens arrivent. Moi, en l'occurrence, j'ai un pote là qui vient d'être papa. Je lui ai dit, arrête de te flageller, c'est normal. Sur la première année, du moins, de prendre un tunnel, de prendre un bouillon, et de pas réussir à t'entraîner. Tu vas pas pouvoir le faire. Tu dors mal la nuit, enfin, c'est pas possible en fait. Donc, essaye de faire le minimum possible. Essaye de prendre soin de ta santé mentale, physique au maximum. Mais essaye pas de tout optimiser. Essaye pas de rentrer dans les cases. Essaye pas de te mettre des challenges. C'est pas du tout la bonne année. Moi, j'ai jamais eu un corps aussi aussi en je veux pas dire catastrophique parce que ça restait clean, mais parce qu'il reste des photos et ça va mettre des gens en colère. Plus haut niveau, on va dire. Plus haut niveau que du 0 à 2 ans de Marlon. Parce que tu se réveilles 3 fois par nuit, parce que t'es cramé, tu vois. Et en fait, faut pas se flageller, faut juste se dire ok, j'en ai conscience, je le prends en compte, j'essaye de faire, si c'est 30 minutes d'aller courir, je vais courir 30 minutes. Et puis de pas essayer de lutter contre ça, parce que pour moi c'est pas possible.
Ou alors, mais tu divorces, quoi, et tu dis à ta femme, tu t'en occupes, moi, je vais faire préparer un Ironman. Bon, à mon avis, à un moment donné, il y a une sorte de déséquilibre qui va arriver très rapidement, tu vois. J'avais eu un gars qui m'avait écrit, qui a dit, ouais, Guillaume, j'ai eu un enfant, je vais faire un Ironman, j'ai eu 2 jumeaux. Il m'a dit, j'ai eu des jumeaux, j'ai un travail, je veux faire un Ironman, qu'est-ce que tu me conseilles? Je dis, bah, abandonne tes gosses, quitte ta femme et mets-toi au chômage. Enfin, c'est ça. tu vois, il y a un moment donné, c'est juste pas possible, tu vois. Voilà, je pense que tu peux pas, tu vois, faut aussi savoir prioriser les choses. Exactement. Après, c'est tellement aussi, si ton enfant il dort, s'il dort pas, bon, moi, ma fille dormait pas, elle a dormi à 22 mois, là, elle redort, tu vois. Mais c'est sûr que voilà. Mais t'as dit un bon truc, je pense que c'est ça, c'est que même si tu peux dormir, que tu peux courir qu'une seule fois, même 15 minutes, franchement, ne partez pas du principe que ça vaut pas le coup, que ça sert à rien, mais franchement, ne serait-ce que 15-20 minutes. Exactement. Mais c'est vraiment hyper important de le faire. Ah bah ouais. C'est pas facile à se dire ça. Non. Et Surtout quand quand t'es habitué à beaucoup borner, à beaucoup faire de séances et tout, tu vois, quand tu passes moi je passe à 9 entraînements cette semaine, à aller juste faire 20 minutes, tu te dis, c'est dur, hein. En fait, c'est trop utile. Bah, clairement, et quand on parlait d'adaptation physiologique, là, pour le coup, juste d'aller courir 20-30 minutes, ça te permet de garder un peu ce truc et de le pas perdre complètement et de reprendre en étant complètement à la ramasse et en te disant je repars from scratch, quoi, tu vois. Même si t'as l'impression que ça sert à rien, en réalité, ça sert. Et moi, ce truc-là, en plus, je le dis souvent, tu vois, j'ai un podcast que je vais sûrement reprendre bientôt, tu vois, qui s'appelle In the Bank. Parce que c'est justement l'idée, c'est de se dire, en fait, chaque petit caillou que tu viens rajouter, si tu veux, dans ta banque, il compte. Et il n'y a pas de petit training pour moi, tu vois. Ça veut dire que tout est bon à prendre. Et je pense qu'il y a cette vraie frustration maintenant, et c'est un message qui est un peu important, c'est que à l'ère du toujours plus, des ultra trails, des mecs, des diagonales des fous, des trucs, où maintenant, dans n'importe quelle startup, tu as un mec qui a fait... courir un marathon, c'est devenu un truc où tu l'as couru seulement en ce temps-là, pas terrible. Alors qu'avant... Juste un mec qui court un marathon, tu disais, t'as couru un marathon. C'était presque, tu sais, il y a 20 ans, il est givré, lui, il a couru un marathon, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu un truc super standard. C'est toujours, je pense que c'est peut-être dans un cercle, dans un microcosme. En vrai, je crois. J'ai l'impression que maintenant, on en parle comme c'est si 3% de la population. Ah, ok. Tu vois, ça reste quand même. Mais du coup, en 2024, donc. J'ai l'impression que ce microcosme-là, on fait vite ressentir aux autres que. En fait, si tu vas courir 4 km, vas-y, ça sert à rien de courir si t'as fait 4 km, tu vois. Il y a vite ces réactions-là, en mode 4 km, ah ouais. Et tu sais, d'avoir ce truc honteux. Mais en fait, on s'en fout. On commence par 4 et en fait, ça t'emmènera à 5,5. Et puis peut-être que dans un an, tu courras un premier 10 km. Et en fait, rends-toi compte que t'étais assis et affalé dans ton canapé, t'arrivais pas à décoller il y a un an, tu vois. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut que les gens réussissent à cultiver au lieu de se dire si je suis pas capable de courir un marathon, ça sert à rien de commencer. Non. Et en termes de motivation, est-ce que le fait d'être papa, ça change quelque chose dans ton business, dans les décisions que tu prends, je sais pas, est-ce que tu as noté quelque chose de différent? Non, mais tu vois, par contre, c'est un truc qui est intéressant, c'est que j'aime bien le délire d'être, et c'est un peu pareil avec les réseaux, c'est d'être la preuve par l'exemple. C'est pas tant de parler, mais c'est de montrer. Et pour le coup, quand t'es papa, c'est exactement ça. C'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais que ton enfant va prendre en compte. Et moi, la Marlon, par exemple, la semaine dernière, on n'était pas là avec Caro, on était en train de travailler, et sa nanny m'appelle, et elle me dit qu'il venait de courir sur notre tapis. On a un treadmill à 8,5 km/h pendant 45 minutes. Il a 7 ans, tu vois. Ouais, c'est ouf. Hein. Et c'est la 3e fois qu'il fait ça. Et en fait, quand on n'est pas là, tu vois, il dit moi, il me voit courir sur le tapis et faire ses trucs, donc il a ses baskets. Surtout qu'à cet âge-ci, de 40 minutes comme ça, rester sur un truc, c'est fou. Ouais. Ah ouais, et il est là et il court. Et après, il m'envoie une photo, il était torse nu, transpirant, tout rouge, et il était super content, il me faisait comme ça. Et en fait, c'est hyper cool. Je vais te battre. Là, je suis là, il arrive fort, là. Tu vas voir. Et pareil, il a le plan campus. Il a des grosses qualités au foot, tu vois. Et c'est vraiment un bon petit joueur avec beaucoup de potentiel. Et du coup, on essaie de l'accompagner un peu là-dedans, tu vois. Il a ce truc très compétiteur. Et ça, c'est pareil, ça me booste parce que je me rends compte que je veux pas dire que j'en fais un meilleur être humain, mais finalement, en étant la preuve par l'exemple, je le fais avoir des valeurs qui sont saines, qui sont celles du travail, du dépassement, de la rigueur, et d'avoir ce côté un peu compétitif qui va l'aider dans toutes les facettes de sa vie demain, tu vois. Plutôt que être lazy et de me voir regarder des séries sur Netflix, tu vois. Et attends qu'il te voit finir un marathon. Et là, attention. Non, ça va être quelque chose. Non, mais c'est cool parce que tu vois en fait qu'il y a quelque chose de très communicatif et qui vraiment ça va rester, tu vois, toute sa vie. C'est un souvenir qui va garder toute sa vie. Hein. Qui transpire. Et pareil avec Caro, tu vois, à un moment donné, elle faisait un peu moins de sport et de me voir forcément me mettre en action, être tout le temps, être en shape, machin. Mais maintenant, elle s'entraîne. Ça motive. Elle s'entraîne même plus que moi, tu vois. Elle s'entraîne 2 fois par jour. Elle est au pilates le matin, à la muscu l'après-midi. Et en fait. Il y a une sorte de cercle vertueux avec tout ton écosystème et tous les gens qui sont autour de toi que tu impactes. Et quand tu t'en rends compte,
bah, en fait, tu es plus sur ta pratique individuelle et très, tu vois, et centrée sur toi-même, tu te rends compte que tu fais aussi du bien aux gens qui t'entourent. Ouais, parce que moi, je pense que c'est une chance. Tu as la chance de pouvoir impacter des centaines de milliers de personnes. En plus. Mais les personnes que tu impacteront le plus, c'est les premières personnes qui t'entourent. Exactement. Et ça, c'est pour tout le monde. Pour n'importe qui, tu vois. Exact. Sauf si tu vis dans le Larzac tout seul avec tes chèvres et que. T'impactes déjà tes chèvres. À la Mais sinon, tu vois, tes collègues de bureau, tes trucs vont se dire putain, t'as vu, il va courir 4 fois par semaine, il fait gaffe à ce qu'il mange, il prend soin de son corps. Et ça, je trouve que c'est un truc hyper valorisant. Et j'aime bien aussi ce côté où j'ai l'impression qu'il y a ce vrai move où on est en train de passer de la. Tu sais, la startup, pas la startup nation, mais un peu le délire un peu Wall Street où. La preuve de réussite était par l'opulence et par les grosses bagnoles, les voyages que tu peux faire. Et aujourd'hui, on a un peu plus cette healthy nation où finalement, ton niveau de succès passe par justement ton physique, ton esthétisme, ta capacité à être polyvalent, tu vois, à prendre soin de ton corps et de ta tête, tu vois. Et ça, je trouve que c'est hyper cool comme switch qui est en train d'arriver, tu vois. Ouais, c'est la valeur de l'individu en fait. Mais la valeur dans sa loyauté, dans ses valeurs, dans sa franchise. On parlait, tu te souviens tout à l'heure justement de courage, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient et c'est cool. Et d'ailleurs, il y a un index, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour les boîtes qui sont cotées en bourse maintenant, qui vient d'arriver, qui note finalement justement le niveau de fitness level du founder ou du CEO. Ok. Ouais, je sais qu'en plus, on n'est pas mauvais là. Là, on a des bonnes stats. C'est sûr. Mais non, mais en fait, c'est pas ça. Mais la vie, elle est. Donc, je ne pas une cake de non plus, du coup, parce que j'ai vu tes perfs. Tu vois, la vie, elle est beaucoup plus concurrentielle, elle est dure et tout. Donc, en fait, surtout quand t'es entrepreneur, tu vois, tu te prends quand même. T'es jamais tranquille. En fait, t'es jamais tranquille parce que t'as du succès, tu vas réussir. Puis après, bah, tu vois, je peux dire que tu vas déranger, mais tu vas avoir d'autres problèmes. Tu vois, en fait, chaque résultat engendre un problème quand t'es entrepreneur, tu vois. Et puis, du coup, tu réussis, hop, tu vas avoir plus de concurrents, tu vas. Et en fait, c'est ça, c'est une bagarre. C'est une bagarre perpétuelle. Et il faut être à l'aise avec l'idée du je fais 3h15, 3h, 2h45, hop, 2h30, 2h25. Et en fait, tu sais que c'est un jeu, ça t'amuse. Et en fait, c'est ça l'enseignement des chefs d'entreprise. C'est qu'en fait, tu es à l'aise avec l'idée de toujours aller chercher plus loin, quoi, tu vois. Et puis, bah voilà, tu sais que les autres te tirent, tu sais qu'il y a la concurrence, donc tu as un rapport un peu plus sain avec les choses. Mais qui peut aussi être dangereux, c'est ça le truc. C'est que tu peux vite aussi passer de l'autre côté du prisme où, en fait, tu vois, où bah, tu finis par être dans cette guerre d'ego où tu viens de cramer les ailes juste pour prouver que. Ouais, mais tu verras qu'avec le temps, ta relation avec tes partenaires, au début tu vois un peu comme ça, mais tu verras qu'avec le temps en fait ça disparaît, je trouve. Enfin, tu vois, le côté comparaison. Enfin, franchement, un mec, tu crois que Kipchoge, il en a quelque chose à foutre de son travail et de ses coms, tu vois. C'est pas, en fait, les coms, c'est pas un truc où et là, à un moment donné, tu te dis, tu fais la part des choses et tu vas faire la différence entre, tiens, bah, lui, et tu sais, je parlais avec des athlètes et ils m'ont dit, en fin de carrière, ils sont restés beaucoup plus proches de leur adversaire que des mecs de leur team. Ok. D'un point de vue amical? D'un point de vue amical. Okay, alors, ils se sont tirés la bourre avec des gars. Et en fait, ça a créé plus de liens qu'à perdurer après leur carrière que finalement avec les mecs qui étaient censés être dans leur team, tu vois. Ça m'étonne. Donc je pense que ton rapport à ça. Après, t'as toujours des mecs qui partagent pas tes valeurs et tu pourras rien en faire. Mais globalement, ça te tire quand même vers le haut. Ouais. Non, mais clairement, c'est que c'est un cercle vertueux de malade. Hein. Surtout, on peut que conseiller aux gens de se mettre au sport, de se mettre en action, de se mettre en activité, et peu importe le challenge, peu importe la taille du challenge, tu vois, d'essayer d'aller faire des choses, quoi. Mais au-delà de leur dire, et c'est ce que tu as très bien dit tout à l'heure vis-à-vis de ton enfant, c'est de leur montrer. Et je pense que le fait que tu te mettes au sport, que les gens voient un peu la vie épanouie que tu as, c'est plus un exemple qui pourront les pousser. Exactement. Que juste de leur conseiller de le faire. Et c'est ce que j'aime aussi avec le business, tu peux dire ce que tu veux finalement, tu vois, tu peux dire on a tel niveau de réussite, tel succès, tel chiffre, qui est là pour le prouver, que finalement le run, c'est tout le monde part, entre guillemets, tout le monde part pas à égalité, parce qu'il y a des gens qui ont, tu vois, certaines différences de niveau, mais finalement t'as ce truc où tu peux pas mentir. Tu vois, tu peux pas venir raconter des conneries à un moment donné, c'est le chrono, la piste et c'est le juge de paix, ouais. Et, tu vois, c'est le juge de paix. Et c'est ce que j'aime aussi, tu vois, c'est qu'en fait il y a ce truc où
où tu peux Moi, pas trafiquer, tu vois. J'aurais jamais pu faire un sport avec un juge. La boxe, tu sais, où t'as un mec qui va décider. Tout ce qui est artistique, la danse, la gymnastique. Jamais j'aurais pu faire. Mais moi, c'est un truc que je peux pas. Parce que j'ai horreur de l'injustice. Donc, tu vois, si j'estime que, en plus, avec tous les injustices que t'as eu en boxe et tout, et je trouve que justement, t'as beau, tu vois, voilà, c'est le juge de paix, c'est le chrono, et c'est incorruptible. C'est ça. C'est même si t'aimes ou il t'aime pas, il s'en fout en fait. Exactement. Tu vois, qui t'es, quoi, machin, c'est le. Voilà, ça, c'est un côté très très cool. Bah, surtout dans un monde où sur Instagram, tout le monde raconte un peu ce qu'il veut, et où tu peux mettre de la poudre aux yeux à tout le monde, et tu vois, oui, c'est clair. raconter des trucs. Là, sur le running, même sur la musculation, c'est un truc qui est frustrant, c'est que je me comparais à des mecs et en fait, je me rendais compte qu'ils étaient chargés depuis 7 ans, tu vois. Et en fait, tu te dis putain, mais. Et c'est un peu déceptif. Alors que sur du run, la régularité, le truc, le temps, tu sais qu'il y a moins cette amplitude-là pour venir tricher, quoi. Si on veut te suivre sur les réseaux, pendant ta prépa, c'est quoi les meilleurs ça où t'es le plus présent, si les gens veulent. C'est Insta. Moi, je suis très Insta. Ouais. Donc Hugo Philippe sur Insta. Bah, mon Strava aussi. Ton Strava, ouais. Maintenant, je vais faire gaffe parce que je sais que je suis observé. Je vais couper la montre et j'irai faire les 2 bandes sans les linker. Non, mais Strava. Et puis c'est tout. TikTok, j'ai un peu de mal, donc j'y suis pas. Ouais, c'est ça. Hein. Donc Strava, bah voilà, donc Strava, on mettra évidemment tous les liens en description de cet épisode. Trop cool. Dernière petite question, tu vois, je le disais tout à l'heure, tu vas être avec ta famille, tu vas être avec tes proches. J'imagine que tu auras ta compagne, ton époux, je sais pas, qui sera là, tes enfants, ta famille, tes proches. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils comprennent de toi? Alors je te souhaite le jour où tu vas traverser cette ligne d'arrivée. Parce que c'est... Dans une prépa marathon, tu embarques ta famille. Enfin, moi, je te conseille d'embarquer parce que voilà, ils sont aussi acteurs. Ils se libèrent du temps. Bien sûr. Et voilà, c'est génial de vivre. Pour ça, je te disais, en France, c'est bien, c'est que tu peux embarquer aussi tes proches avec toi. Ouais. Qu'est-ce que tu auras envie, voilà, que les gens comprennent de toi? Surtout que les gens te suivent sur les réseaux et finalement, il y a ce côté où les réseaux, les gens pensent te connaître vraiment, mais on ne connaît pas vraiment. Tu sais, les réseaux, c'est toujours, c'est difficile de vraiment montrer qui on est. Bien sûr. Tu vois, sur les réseaux. Donc, qu'est-ce que tu voudrais, voilà, que tes proches à ce moment-là, ils comprennent de toi? Ah, je sais pas. Tu sais que je me suis pas trop posé la question parce que j'ai l'impression en fait que là, de partir sur un marathon, je le vois pas comme un truc, je vais pas dire hyper challengeant, mais comme j'ai fait des Alpha Ironman, qui est quand même déjà un truc un peu costaud en termes de niveau d'entraînement, en termes de volume, d'intensité, etc. J'ai l'impression juste de venir le dupliquer, mais uniquement sur de la course à pied. Et c'est marrant, mais ça s'inscrit tellement dans mon quotidien que j'ai jamais eu d'énormes sensations, pas de sensations, d'émotions en faisant des Iron. Ça, j'ai pas un truc où je viens me... mais le marathon, c'est autre chose. Hein. Peut-être, je m'en rends pas compte en fait. Franchement, tu vois, je te donne un exemple, mais moi, je vais sur l'UTMB, la Diagonale des Fous, les gens sont contents, ils arrivent, ils sont soulagés, ils sont heureux parce qu'ils viennent de finir. Mais le nombre de gens que tu vois en pleurs sur le marathon... Je m'en rends pas compte. Le marathon, c'est un truc à part, quoi. Ouais. Réellement, c'est un truc à part. Ouais. C'est une distance qui est... Je sais pas l'expliquer. Pourquoi que cette course sur Ironman, tu vois pas des gens pleurer? Oh, ça arrive parfois. Sur des foules, un peu quand même. Pas autant. Franchement, réellement, hein, sur les gens, moi, je suis sur les finish lines de toutes les courses. Ouais. Je peux te dire que quand je suis sur une finish line de marathon, c'est l'émotion, je la ressens nulle part ailleurs. Et de tout niveau. Ça veut dire que même des athlètes aguerris, etc. De tout niveau. De 2h10... Des gens qui vont... Attends, excuse-moi, sur Ironman, on les a fait. Les mecs, ils arrivent, ils tirent le truc, ils vont faire la honneur d'honneur et tout. Sur marathon, les mecs, ils s'écroulent, tu vois. Ils sont là, il y a les mecs qui viennent les chercher, qui les tendent, qui leur remettent le drapeau et tu vois, ils marchent comme ça. Et puis après, 5 secondes après, t'as l'émotion qui vient et tout. Et ça, c'est un truc que... C'est nulle part ailleurs, je le vois que sur marathon. Okay. Donc tu vois, tu peux être sûr. C'est parce qu'il est pas encore palpable, donc je l'ai pas encore. Mais non, rien. Après, ce que je suis content de montrer, c'est... Je pense c'est un peu toute la phase d'avant en fait, c'est de montrer que c'est pas la course en elle-même le plus important, mais c'est tout le chemin que tu as réussi à traverser avant, et quand tu as été capable d'aller courir quand il faisait froid, quand c'était dur, quand c'était relou, quand t'en avais marre, tu vois, ta capacité à te mettre en mouvement et à te mettre en action quand personne te pousse et que t'as la flemme, tu vois. Et c'est ça pour moi le truc le plus fort et qui est le message entre guillemets que je veux montrer, que ce soit à mon fils, aux gens qui me suivent, c'est de se dire putain, prenez ce pli là aussi parce que la récompense elle est encore plus gratifiante à l'arrivée, parce qu'en fait je pense que l'émotion elle vient de là à l'arrivée, c'est de tous les kilomètres cachés que les gens ont fait pendant leur prépa quand ils y sont allés et que ils avaient pas du tout envie, et c'est pas juste le fait de faire 42 km le jour de la course, quoi. C'est tu lâches l'émotion de putain, je l'ai fait et j'ai tu vois, j'ai mis de
de mon temps et de mon cœur et de mes tripes pour y arriver, quoi. Bon, écoute, on sera normalement là à l'arrivée pour t'accueillir, puisque voilà, j'espère qu'on pourra fêter Si tout ça. j'explose pas aux 30 et que ma nutrition est bonne et bien maîtrisée. Écoute, tant que t'es pas blessé, tu finis. On s'en fout du voilà, tant que t'es pas blessé, tu finis. C'est le chrono, on s'en fout. Ouais, clairement. Voilà, tu seras marathonien quoi qu'il. Cherry on the cake. Et voilà, et après t'auras tout le. Justement, ça te donnera encore plus envie de revenir. Merci. Mais comme j'ai déjà couru 50 km, est-ce que je peux dire que je suis un marathonien? Non. Faut avoir fait les 42. Faut avoir fait les 42. La médaille, hein, faut la Ouais, médaille. et puis il faut la prépa surtout. Ok. Faut les 12 semaines, parce que Ok. c'est les 12 semaines qui comptent. D'accord. C'est ça. En fait, c'est pour ça. Pour moi, c'est un marathon, c'est pas 42 km, c'est 12 semaines Oui, c'est ça. plus un jour. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que la prépa, c'est une expérience, quoi. Et Ouais. ça se vit des 12 semaines. Et d'ailleurs, ça tombe très bien parce que si tu n'as pas le marathon pour valider, eh bien, tu n'es pas marathonien, comme notre copain à côté. Donc, il faut quand même franchir cette dernière étape, même si c'est pas la plus importante, ça reste indispensable. J'ai fait une prépa marathon, mais il y a le Covid, donc je pas pu. Ah oui, courir. ok. J'avais fini la C'est la prépa. bonne année, là, c'est bon. Ouais, Attends. c'était bon, bref, mais c'est une autre histoire. Tu fais bien de remettre le couteau dans la Je me plaie. fais chambrer par tout le monde. Ça fait donc, très plaisir. Le courant ensemble. Voilà, là je vais me reprendre une vague sur les réseaux. Voilà, Guillaume, le marathon, voilà, c'est parti. Il a remis une pièce dans la machine. J'étais un peu tranquille avec ça. Maintenant, je vais me reprendre les inbox. Merci beaucoup, c'est adorable, Tristan. Bon, bah sur ces belles paroles, on vous laisse. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, merci à Hugo. vous, les gars, c'était très cool. Très très cool, franchement, t'es un vrai passionné. Voilà, moi j'avais déjà écoutant des podcasts, j'avais trouvé super intéressant et voilà, je savais que ça se voyait que t'étais passionné, mais je savais pas que t'avais autant d'historique et c'était vraiment très très cool d'en savoir un peu plus. Merci beaucoup aux équipes, à la réalisation. On a Quentin, voilà, qui est réalisation, Clem aux lumières, Catherine au maquillage, Charlène au projet. Merci aussi à Tristan d'avoir voilà, facilité l'organisation de ce podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et puis entraînez-vous. À bientôt. Merci. À bientôt, merci.